Les estivales de la question animale. Mais du coup, merci beaucoup à tout le monde d'être venu et merci aux estivales de nous avoir permis de faire cet atelier. Juste pour précision, cet atelier il est filmé, mais il est enregistré en audio, mais il sera rediffusé plus tard. Donc quand vous posez des questions à la fin, s'il vous plaît, prenez le micro. Et si jamais vous ne voulez pas que votre question apparaisse sur YouTube, vous pouvez le dire et l'équipe vidéo coupera au montage. Voilà, ça c'était pour les précisions. Du coup, moi je m'appelle Lila, je suis militante antispéciste depuis 2018. Au sujet de la philosophie, j'ai quelques bases, mais ce n'est pas mon domaine. Et sur la question de la mauvaiseté de la mort, plus spécifiquement, en fait, j'avais posé la question il y a genre 1 an de ça, et Loïs était revenu vers moi pour me proposer de faire un atelier. Du coup, j'y ai bossé pour cet atelier, donc c'est pas pareil, c'est pas un sujet que je travaille depuis longtemps. Mais voilà, que j'ai découvert un peu là en préparant cet atelier. Voilà. Et du coup, bonjour, moi c'est Loïs, je suis animaliste depuis 2016, je m'intéresse à la philosophie morale et à l'épistémologie depuis 2017, et côté pro, j'ai un doctorat en mathématiques et je travaille à l'université de Nancy au service des partenariats. Donc la conférence qu'on vous propose aujourd'hui, ça va être l'atelier, on va commencer par vous présenter un cadre particulier. On va vous parler de philosophie morale, c'est-à-dire de la philosophie qui s'intéresse au jugement du bien, du bon, du juste, et on ne va pas supposer si ces jugements peuvent être vrais ou pas, donc on ne va pas prendre de position par rapport au réalisme ou anti-réalisme moral. Et on va s'intéresser spécifiquement à la mauvaiseté de la mort pour celui ou celle qui meurt, et donc pas pour les personnes qui continueraient à vivre et qui subiraient le tort qu'une personne soit morte, et pas non plus du point de vue de l'univers en général pour la perte de bien-être au total. Donc pour nous, cette discussion, elle est pertinente pour les militants anti-élevage, parce qu'on considère que c'est une question qui est un point faible dans l'argumentaire anti-élevage. On a d'un côté la souffrance qui est reconnue et condamnée en tant que telle, au moins en principe, alors que la mort est souvent présentée comme peu préoccupante. Il y a l'argument classique de et du coup, est-ce qu'un abattage sans souffrance, ce serait un problème ? Et on voit que souvent les militants ils se retrouvent à utiliser des arguments fragiles comme parler de pente glissante ou alors devoir aller directement vers des analogies en disant est-ce que vous feriez pareil pour les humains sans avoir vraiment de base, de principe de pourquoi la mort est un mal. Et nous on pense qu'il y a des arguments sur la mort comme un mal en soi qui peuvent être développés et ils nous paraissent solides, donc on voudrait échanger avec vous sur le sujet. Du coup, ici, on va se concentrer principalement sur la position de Jeff McMahon, qui est donc un philosophe états-unien qui a beaucoup travaillé sur cette question de l'éthique de la mort et aussi sur des questions d'éthique de la guerre. Donc, lui se place d'un point de vue utilitariste, c'est-à-dire c'est une branche du conséquentialisme qui s'intéresse donc aux conséquences de nos actions. Et ce qui va importer, c'est le plaisir et la souffrance qui est ressentie par des êtres sentients. Donc le conséquentialisme, c'est l'un des 3 systèmes moraux principaux, avec le déontologisme, qui consiste à se baser sur des règles, comme par exemple tuer c'est mal, et l'éthique des vertus, qui est donc l'autre système moral principal, où là l'idée c'est de répondre à des caractéristiques morales, par exemple être une personne honnête ou être une personne généreuse. Et ça, c'est des positions qu'on abordera plus succinctement à la fin. Donc dans son texte Eating Animals the Nice Way, donc manger les animaux d'une bonne manière, McMahon traite de la position que lui appelle le carnivorisme naïf, qui se réfère au fait d'élever et tuer des individus non humains dans des conditions acceptables, donc sans souffrance, et voire dans des conditions qui seraient meilleures que dans la nature, donc en leur donnant de la nourriture, des soins, etc. Et même si ça paraît techniquement difficile à faire, voire impossible, parce qu'il y aurait des dérives ou des abus, on va considérer dans ce cadre-là, pour la discussion, que c'est quelque chose de possible. Voilà. Et donc, dans ce texte, l'auteur va se demander comment une telle pratique, donc la pratique du carnivorisme naïf, pourrait être répréhensible. Donc, on va vous présenter rapidement pourquoi est-ce que cette question de la mort elle est compliquée à gérer. Une des premières caractéristiques qui fait que, d'un point de vue philosophique, la mauvaiseté de la mort est une question, c'est que pour l'individu qui meurt, la mort n'est pas une expérience intrinsèquement négative, c'est-à-dire qu'elle n'est pas négative parce qu'elle fait ressentir. On va simplement s'intéresser à l'événement de la mort, c'est-à-dire de cesser d'exister, et donc il n'y a pas de sensation négative associée à ça. C'est une première question pour laquelle on peut avoir des intuitions différentes. Ce sera la question de est-ce qu'il faut qu'il y ait un ressenti négatif par un individu pour qu'un tort lui soit commis. Oui, merci. Et donc la première question qu'on va poser, c'est est-ce qu'un ressenti négatif est nécessaire
pour qu'un tort soit commis sur un individu. Si on considère que oui, que c'est nécessaire, alors du coup, on ne va pas trouver que la mort est un mal. Il n'y a pas de ressenti négatif associé au fait de mourir, au fait de passer de l'état vivant à l'état mort. Mais par contre, on peut aussi considérer que simplement priver d'un ressenti positif, c'est un tort qu'on cause à un individu. Par exemple, un exemple qu'on peut donner, c'est que si, sans que vous le sachiez, à cause de moi, vous avez passé une mauvaise nuit et que vous êtes obligé la journée de faire une sieste de 2 heures au lieu de passer 2 heures à lire votre BD préférée, à cause de moi, j'ai remplacé 2 heures de joie que vous auriez pu ressentir par une expérience neutre. On peut considérer que je vous ai causé un tort de cette manière-là. Et ça nous permet d'avancer, de traiter la mort comme un tort, avec cette première hypothèse qui est que la privation d'expérience positive peut être un tort pour un individu. Et une autre question qui se pose, c'est de savoir si pour qu'on puisse causer un tort à quelqu'un, il faut que ce quelqu'un, il existe ou pas. Donc pour Épicure, qui est un philosophe assez connu, la mort est un non-problème dont on ne devrait pas se préoccuper. Donc je vais citer Épicure. Quand nous sommes là, la mort n'est pas là. Quand la mort est là, c'est nous qui n'y sommes pas. Elle ne concerne donc ni les vivants ni les trépassés, étant donné que pour les uns, elle n'est point et que les autres ne sont plus. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est qu'au moment où on est en vie, la mort, elle n'existe pas et elle ne peut pas représenter un tort. On peut éventuellement souffrir de l'idée qu'on va mourir, mais ça, pour Épicure, on devrait s'en détacher. Et ça ne représente pas un tort. L'individu ne peut pas souffrir de la mort puisqu'elle n'existe pas. Et une fois qu'on est mort, en fait, on ne peut plus ressentir d'expérience positive ou négative. Du coup, on ne peut pas souffrir d'être mort. Donc cette position, elle repose sur l'idée que quelqu'un qui n'existe plus ne peut subir un tort. Mais McMahon, lui, il rejette cette idée-là, parce qu'il considère qu'on subit un tort au moment où on aurait eu une expérience positive dont la mort nous a privés. Donc pour celles et ceux que ça intéresse, il y a Shelley Kagan, qui est un autre philosophe, et qui a mis ses cours sur YouTube. Donc dans son cours The Badness of Death, il présente des contre-arguments justement à la position d'Épicure, mais on ne va pas s'attarder là-dessus ici. Et ces deux hypothèses, donc on peut subir un tort parce qu'on est privé d'une expérience positive, et pour subir un tort, il n'y a pas besoin d'exister au moment du tort, elles mènent à deux conclusions particulières. Donc, du coup, si on accepte le fait que c'est mal de supprimer la possibilité d'expériences positives futures, que c'est un tort causé de ne plus exister, alors on devrait arriver logiquement à la conclusion que c'est un tort de ne pas exister tout court, vu qu'on serait privé d'expériences potentielles futures, et que du coup, il faudrait faire naître le plus d'individus possible, ou du moins un maximum d'individus qui auraient eu une vie avec des expériences positives. Donc ça représente littéralement des trilliards de trillions de vies chaque année juste pour les humains et humaines. Et c'est généralement assez contraire à nos intuitions. On ne se sent pas triste ou désespéré ou mal de savoir que ces trilliards de trillions de potentiels individus, ils ne seront jamais venus au monde. Donc Kagan, il propose de s'attarder sur la façon dont on entend le fait d'être privé d'expériences positives futures. Et en fait, il propose l'idée qu'on peut en avoir plusieurs interprétations. Donc la première, c'est que quelque chose est mauvais pour moi si j'existe en parallèle de cette chose mauvaise qui m'arrive. Donc ça, c'est la position d'Épicure, c'est une des façons dont on peut interpréter la position d'Épicure. Mais du coup, ça implique que la mort n'est pas un tort pour celui ou celle qui meurt. Et donc l'autre l'autre interprétation qu'il propose, c'est quelque chose est mauvais pour moi si j'ai existé à un moment ou un autre, donc pas nécessairement en parallèle de la mauvaise chose qui m'arrive. Et donc on s'intéresse au tort causé par la mort à la personne qui meurt. Et pour pouvoir causer un tort à quelqu'un, il faut bien que l'individu ait existé pour pouvoir subir ce tort-là. Donc sinon, il précise, on a une perte de valeur généralisée, donc au niveau de l'univers, comme on l'a dit rapidement au début, mais pas personnalisée. Et ça représente intuitivement un tort qui est moins grave. Et puis on dit aussi qu'on ne s'attardait pas nécessairement sur ce point de vue-là. Donc cette position-là, la deuxième interprétation, elle permet de concilier deux intuitions. La mort est un tort pour celui ou celle qui meurt, et la non-existence n'est pas un tort en soi. Donc c'est pas mal de pas faire naître un maximum de vies bonnes. La deuxième conclusion qu'on a avec ces deux hypothèses qu'on a posées, ça va être la question de la gradation qu'on va vouloir faire entre les torts, entre différentes morts. L'idée, ça va être que plus la vie qui restait à vivre, s'il n'y avait pas eu l'action qui a mené à la mort, avait d'expériences positives, plus la mort prive de positif, et donc plus le tort qui lui est causé est important. Donc ça veut dire que la personne qui subirait le plus de tort, c'est celle qui avait le plus de vie à vivre et le plus d'expériences positives. C'est un point que McMahon prend à bras-le-corps en demandant à ses lecteurs et ses lectrices de réfléchir aux questions du type entre une jeune fille qui meurt à la veille d'accomplir son rêve de rentrer en école d'architecture et un nourrisson qui aurait eu exactement la même vie mais qui serait mort-né, qui subit le plus grand tort? Et là, il s'agit là de vraiment interroger nos intuitions, savoir pour nous, c'est laquelle de ces deux personnes qui subit le plus grand tort dans ce cas-là. Et pour les personnes qui, comme McMahon, ont l'intuition que c'est la jeune fille
qui était juste à un jour d'avoir son rêve s'accomplir, qui subit le plus grand tort, McMahon va proposer l'hypothèse suivante, qui est que le tort causé à celle ou à celui qui meurt en le privant d'expériences positives ne dépend pas que des expériences qu'il aurait manquées et de leur éventuelle intensité, mais aussi de l'implication de l'individu qui meurt dans ses expériences positives futures, ce que McMahon résume avec l'idée de continuité psychologique. Donc il faut, comme Lila l'a dit, il faut qu'une personne existe pour que ce soit un tort de manquer des expériences futures, mais McMahon va nous dire, pour rentrer en cohérence avec cette expérience de pensée-là et l'intuition que certaines personnes peuvent avoir, ça va aussi dépendre de à quel point est-ce que l'individu qui meurt, il était investi dans les expériences futures qu'il aurait pu ressentir. Et donc, un nouveau-né étant marginalement connecté psychologiquement à la personne qui aurait ressenti l'expérience de rentrer en école d'architecture, cette expérience-là compte peu dans le calcul de ce qu'il va perdre en mourant, de ce que cet individu-là va perdre en mourant. Et on peut faire la même réflexion avec soi-même. Imaginons par exemple qu'avant mes 80 ans, j'ai absolument aucun intérêt à l'architecture, mais qu'à 80 ans, je me mette à adorer ça d'un seul coup. La discontinuité implique que la perte des expériences positives liées à cette passion, si je meurs avant mes 80 ans, n'est pas une perte pour ma personne, puisque au moment où moi je meurs, si j'ai avant 80 ans, ces expériences-là ne présentent pas particulièrement quelque chose de positif pour moi. Dans le cas du nourrisson et dans le cas changement drastique à 80 ans, c'est une perte au niveau général, donc il y a effectivement du bien-être qui aurait été vécu qui ne va pas être vécu, mais on ne peut pas le rattacher à l'individu qui meurt au moment où il meurt. Et donc, la position de McMahon, qu'on a choisi de traduire par le croisement entre la continuité psychologique et la privation d'expériences positives, va donner une base à plusieurs intuitions quant aux gravités relatives du tort qu'est la mort pour celui ou celle qui meurt. Ainsi, premièrement, la mort est dans la plupart des cas un tort pour celui ou celle qui meurt, tout en se limitant au cas où des expériences positives sont perdues, et suffisamment d'expériences positives pour compenser les expériences négatives, ce qui donne par exemple un droit à l'euthanasie et au fait de laisser mourir les personnes qui n'auraient vécu que des expériences négatives si elles continuent à exister. Et d'autre part, la mort cause un plus grand tort aux personnes à qui il restait plus d'années à vivre, mais un moins grand tort au tout début d'une vie lorsqu'il y a très peu de continuité psychologique. Du coup, maintenant, on va passer aux implications que ça peut avoir pour l'animalisme. Donc, pour McMahon, la mauvaiseté de la mort dépend, pour récapituler, de deux éléments: les expériences positives potentielles dont on prive l'individu en le tuant, et la continuité psychologique, c'est-à-dire le degré d'implication de l'individu dans des expériences positives futures qu'il aurait vécues au moment où il est tué. Voilà. Et donc, selon lui, une des raisons qui peut nous pousser à adopter la position du carnivorisme naïf, dont je parlais au début, c'est la considération de la différence d'expériences positives et négatives potentielles des animaux non humains versus les humains. Donc McMahon, il affirme que si les niveaux de souffrance physique peuvent être équivalents, les niveaux de souffrance ou de plaisir mentaux ne sont pas comparables, notamment parce qu'il manque aux animaux non humains certaines dimensions émotionnelles en comparaison aux humains et humaines. Donc, je cite McMahon, « Les autres animaux ne possèdent pas d'autres dimensions du bien-être qui sont sans doute plus importantes, comme la réussite, la créativité, les relations personnelles profondes, la connaissance, l'appréciation esthétique, etc. » Donc, selon lui, les animaux non humains ont un potentiel de plaisir moindre qu'une vie humaine d'adulte lambda en termes de quantité et de qualité. De plus, pour lui, les autres animaux sont moins connectés à leur moi futur qu'un être humain lambda. Donc, je recite, « Parce qu'ils ne sont pas conscients d'eux-mêmes ou ne le sont qu'à un degré rudimentaire, ils sont incapables d'envisager ou de se soucier de quoi que ce soit d'autre que l'avenir immédiat. » Alors, personnellement, je suis assez en désaccord avec cette position. Je trouve qu'il exprime une très forte certitude là-dessus, alors que les travaux en éthologie nous montrent comment certains animaux non humains sont capables de créer des relations individuelles, inter-individuelles spécifiques. Donc ils ont des préférences en termes de partenaires amicaux, par exemple les vaches qu'on peut appeler des meilleurs amis, en termes de relations familiales, avec les poules qui vont réagir d'une certaine manière vis-à-vis de leur propre bébé et uniquement leur bébé à elles. On a aussi quelques exemples de production artistique, visuelle et auditive, notamment qui visent à se faire apprécier des partenaires potentiels, avec par exemple certains poissons qui tracent des espèces de mandalas au fond des mers, d'autres qui chantent ou qui construisent des nids agrémentés d'éléments colorés, qui semblent même avoir une signification et être très codés. On a même des pigeons qui produisent une classification des dessins selon le beau et le laid, ou qui sont capables de classer les tableaux d'artistes dans différents courants artistiques du coup. Donc après, pour la défense de McMahon, son texte date de 2007, donc il n'avait pas forcément accès à toutes ces informations-là. Et dans tous les cas, c'est assez normal qu'il y ait différents points de vue, vu que c'est une question assez complexe. Donc précisons que du coup, lui admet la conclusion selon laquelle on peut avoir un raisonnement similaire avec des humains et humaines dans les cas limites ou cas marginaux. Donc par exemple des humains et humaines avec un lourd handicap mental, et ce qui interroge aussi forcément le validisme. Mais voilà, lui c'est une position qu'il assume et qui lui semble logique.
De plus, dans la posture de McMahon, la mort est un tort parce qu'on enlève des expériences agréables plutôt que parce qu'on rajoute des expériences désagréables. Et ainsi, alors que pour la plupart d'entre nous, nos intuitions morales nous rendent très réticents à l'idée qu'on peut causer des souffrances à un individu si cela permet à d'autres d'obtenir le plaisir, les intuitions qui mettent en balance réduire le plaisir de l'un pour augmenter le plaisir de l'autre sont quand même plus floues. Et certaines personnes pourraient envisager que si on prive des animaux d'une partie de leur vie pour apporter un plaisir à des humains, ils pourraient envisager ça sans que ça provoque chez eux une panique morale en fonction de à quel point ils considèrent qu'il y a un tort qui est causé aux animaux qui meurent. Par exemple, on pourrait considérer que pour certaines personnes, faire naître un troupeau de 30 moutons qui seront abattus sans souffrance à la moitié de leur espérance de vie pourrait paraître acceptable si, pour eux, ça se compense avec l'idée qu'il y aurait une continuation de certaines pratiques de travail, sociales ou culinaires. Et l'idée de cette compensation de perte de bien-être versus bien-être ailleurs, elle est encore plus acceptable si on considère que ce sont les individus eux-mêmes qui en bénéficient, en ne pouvant exister qu'avec une mort prématurée pour financer leur vie jusque-là. C'est l'argument du garde-manger que certaines d'entre vous connaissent éventuellement. Et j'en suis là. Et pour la question des cas limites, on pourra en discuter aussi, mais je pense que c'est des choses qui... L'argument de McMahon peut tenir le coup face à cet argument-là. Donc ça, on vous a présenté la théorie de McMahon. On veut aussi vous présenter, par souci de complétion, d'autres théories alternatives qui viennent s'exprimer sur la mauvaiseté de la mort. La première, c'est une théorie qui est mentionnée par McMahon lui-même, qui considère qu'un certain respect est dû à l'autonomie des individus qui en possèdent une. Donc pour McMahon, les individus qui sont dans cette catégorie, qui est très difficile à concevoir et qui est sûrement pas la même que celle qu'il considérait en 2007, la mort est un affront à l'autonomie et donc toutes les morts ont la même gravité dès qu'un individu a une autonomie. Et Jonathan Glover, qui est un ancien professeur de McMahon, a développé une position proche où il considère que ce qui importe, c'est à la fois les expériences positives potentielles dont on prive l'individu, ou, pour que ce soit plus facile à quantifier, le nombre d'années de vie dignes d'être vécues dont on le prive, et en même temps les préférences de cet individu-là à rester en vie. Après, on peut aussi considérer la mauvaiseté de la mort, non pas d'un point de vue de maximisation du bien-être, mais du point de vue de la justice. Ce qui compte, c'est alors la répartition des biens entre les individus, de telle sorte que, par exemple, la mort d'une personne de 20 ans est plus grave que celle d'une personne de 80 ans, parce que celle de 80 ans a pu déjà avoir 60 ans de vie en plus, et en privilégiant sa vie à elle, on scelle du coup cette répartition inégale. Un autre point de vue qu'on veut évoquer rapidement, c'est la vision du coût d'opportunité que certaines personnes ici connaissent peut-être parce que c'est celle qui est présentée par le youtubeur Stéphane Debove sur sa chaîne Homo Fabulus, avec cette idée qu'en plus du bien-être dont on prive, on doit aussi répartir équitablement les coûts d'opportunité, dans le sens de à quel point notre décision dévie l'individu, considéré de ce qu'il était en droit d'attendre quand il est sorti de chez lui ou avec la vie qu'il avait en tête. Et du coup, sans rentrer dans les détails, mais on pourra le faire si vous voulez, ça permet, dans le dilemme du tramway, par exemple, de considérer que la personne qu'on jette sur les rails pour sauver 5 personnes subit un plus grand tort que celle vers laquelle on dirigerait un train simplement qui serait déjà sur les rails, en fonction des attentes qu'elle pouvait avoir. Une autre position, ça peut être l'utilitarisme de la règle. Donc ça consiste en gros à poser une règle qui, en général, va avoir des conséquences positives, même si dans certains cas particuliers, ce serait préférable de ne pas la suivre. Donc par exemple, la règle « sauver quelqu'un qui se noie » a en général des conséquences positives, même si on peut trouver des cas particuliers où ça n'a pas des conséquences positives. Par exemple, si l'individu en question a pour objectif de buter un maximum de gens, il vaut peut-être mieux pas le sauver de la noyade, mais ça en général, on ne peut pas le savoir. Et donc dans le cas des autres animaux, même si on peut admettre que dans certains cas spécifiques, les tuer aurait des conséquences à minima neutres, voire positives, la position de l'utilitarisme de la règle consiste à dire qu'il vaut mieux respecter la règle, ne pas les tuer pour les manger, parce qu'en général, elle a plutôt des conséquences positives. Et un dernier point de vue qu'on veut vous présenter, c'est du coup la posture déontologique dont on parlait avant. Par exemple, on peut voir la mauvaiseté de la mort à travers l'une des formulations de l'impératif catégorique de Kant, qui nous invite à traiter les personnes uniquement comme des fins et jamais comme des moyens. Donc la mise à mort pour utiliser le corps de l'animal ne serait pas acceptable de ce point de vue-là, à partir du moment où on considérait l'animal en question comme une personne. Du coup, voilà pour la rapide présentation. L'idée après, c'est de discuter, voilà, de poser des questions, d'éventuellement présenter vos points de vue. N'hésitez pas et s'il vous plaît, prenez le micro. Voilà. Bon, déjà j'ai un petit commentaire rapide, on va dire,
Sur une analogie que tu as fait, Loïs, l'analogie de tu fatigues quelqu'un, du coup il est obligé de faire une sieste, il loupe un truc. Pour moi, la situation, c'est pas tout à fait la même quand même, parce qu'on peut partir du principe de l'idée que pendant qu'il fait la sieste, si on dit que pendant la sieste, t'es pas sentient, pendant qu'il fait la sieste, il subit pas de tort, mais une fois qu'il se réveille, de savoir qu'il y a eu un événement qu'il a raté, là, ça peut lui causer un tort, mais donc tu causes un tort dans le futur à futur lui, quoi. Ce qui est quelque chose qui n'existe pas dans le cas d'une mort définitive, en fait. Donc pour moi, l'analogie, elle n'est pas... on ne parle pas tout à fait de la même chose, quoi, dans ces deux cas. Et sinon, ouais, j'ai une petite expérience de pensée un peu... l'histoire des téléporteurs des téléporteurs qui marchent comme des fax, quoi. Donc en gros on vous prend, on vous scanne, on vous détruit, pouf, vous êtes mort et on vous reconstruit ailleurs, pareil avec exactement la même mémoire, etc., exactement la même personne, pouf, reconstruite ailleurs, quoi. Dans ce cas-là, on a bien une certaine continuité. La personne qui est créée a toujours les mêmes souvenirs, les mêmes envies, la même personnalité, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui a arrêté d'exister, pouf. Et dans ce cas-là, bon, on peut se demander, voilà, est-ce que ça cause un tort ou pas? Mais finalement, on peut aussi se demander, est-ce que cette situation, elle est différente de ce qui se passe en fait tous les jours, tout le temps? Si ça se trouve, là, on a toujours un téléporteur qui, chaque seconde, nous détruit, nous téléporte pile au même endroit, et on n'en saurait rien. Donc, est-ce que ça changerait quelque chose à notre vie, ou est-ce que ça serait exactement pareil si c'était le cas? Moi, je pense que, vu que ça n'aurait aucune conséquence sur rien, on verrait aucune différence, les deux situations sont exactement équivalentes. Sauf que si on considère que mourir, c'est un mal pour la personne qui meurt, moralement, d'après cette position qui a été présentée, les deux cas seraient extrêmement différents. Dans un cas, on aurait une quantité de tort causé immense, alors que dans l'autre cas, on aurait zéro tort causé. Donc il y a une sorte de paradoxe, voilà. Et... qui, moi, me fait plutôt pencher du côté, oui, la mort n'est pas un tort pour la personne qui meurt, quoi. Tant qu'il n'y a personne de sentient pour ressentir un tort, enfin, pour subir un tort, alors il ne peut pas y avoir de tort, quoi. Merci. Du coup, je vais répondre aux deux points que tu as fait. Le premier sur l'histoire de la sieste, là, je me suis bien pris la tête pour essayer de trouver un cas où justement il n'y avait que l'idée de... il faut aussi que la personne qui subisse le tort ne s'en rende pas compte. Et du coup, effectivement, c'est plus facile de générer une expérience de pensée qui donne des intuitions morales de il y a eu un tort si en fait après la personne se rend compte et se dit bah mince, au lieu de lire ma BD, en fait j'ai dormi. Mais là, justement, l'expérience de pensée pour vraiment avoir les intuitions qu'il faut, vérifier si on est touché par cette idée de perdre des expériences positives ou pas, c'est avec l'idée que la personne ne s'en rend pas du tout compte. Et en fait, elle se dit ah bah j'ai mal dormi tout simplement parce que des fois je dors mal. Et du coup, elle se dit bon bah du coup tant pis, je lis pas ma BD et je dors. Mais il faut que la personne se dise pas que les choses auraient pu être différemment si un agent qui est son coloc avait pas intervenu, quoi. Et c'est assez compliqué de voilà prendre. Il faut vraiment garder en tête que non, si on enlève toutes les conséquences qu'il peut y avoir sur le fait que la personne se rende compte. Est-ce que ça nous pose quand même un problème ou pas? Et effectivement, si ça te pose pas de problème, ça veut dire que tu es plutôt du côté de en fait c'est que les expériences négatives qui comptent, donc la mort en soi n'est pas un mal. Et par rapport au deuxième, c'est intéressant parce que ça pointe vraiment l'interrelation qu'il y a entre toutes les questions de philosophie de la mauvaiseté de la mort et toutes les questions de philosophie de la personnalité. Donc, je ne sais pas si les gens ici ont une idée, mais il y a vraiment cette grosse question de en fait, c'est quoi le moi? Pourquoi est-ce que ça m'intéresse plus que ce soit moi qui dorme mal, qui dorme bien que mon collègue? Pourquoi est-ce que on voit bien que les gens psychologiquement, ils sont plus soucieux de leurs intérêts dans un jour que dans un mois? Est-ce que c'est une erreur? Et du coup, typiquement, le cours de Shelley Kagan, pour ceux qui comprennent l'anglais, il y a au moins, je crois que la mauvaiseté de la mort, c'est le cours numéro 17, et je crois qu'il y en a au moins une dizaine avant qui sont consacrés à justement
toutes ces expériences de pensée-là, c'est quoi la mémoire? Est-ce que la mémoire, ça suffit? Est-ce que si jamais on me met dans un corps qui est complètement nouveau, je suis encore moi-même? Il y a une expérience de pensée intéressante, c'est l'idée que les gens ils seraient divisés. Enfin, si on divise quelqu'un en deux, si jamais d'un seul coup je crée une copie de vous-même, c'est lequel des deux qui est vous, lequel des deux qui reprend vos dettes, lequel des deux qui a le droit d'être dans les relations avec lesquelles vous étiez, ces choses comme ça, c'est des questions bien compliquées. Dès qu'on arrive avec des trucs de téléporteurs et tout, ça nous fait... Enfin, c'est des choses bien complexes, mais... Et oui, ça va interagir. Je pense qu'un point de vue sur la philosophie de la personnalité va donner un point de vue sur la philosophie de la mort. Typiquement, les gens qui pensent qu'il y a une âme et que en fait, cette âme-là, on l'empêche de continuer sa vie, mais qu'elle continue à exister après la mort, bah, ils n'auront pas le même point de vue que quelqu'un qui pense que en fait, la personnalité, c'est juste un peu une construction absurde à laquelle on ne devrait pas s'attacher. Je ne sais pas si tu voulais faire un commentaire. Alors, on peut prendre les autres questions. Et du coup, vas-y. Moi, c'est sur l'argument en fait de McMahon, je crois, c'est ça, ou Kagan, je sais plus, sur le fait que il dit qu'en fait la mort enlève des expériences agréables. En fait, j'ai l'impression que c'est un argument qui est très en contradiction avec une intuition très forte, celle que quand quelque chose est mal, c'est mal pour quelqu'un en fait. C'est-à-dire que, imaginons qu'il soit possible de tuer une personne de manière instantanée, sans qu'elle souffre, jusqu'à ce moment précis, ce moment instantanéité. Donc la mort n'est pas encore arrivée. Il peut y avoir un mal. Mais après, en fait, ce moment, du coup, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne à qui on cause un tort, en fait. Et du coup, j'ai l'impression que c'est en contradiction avec cette intuition qui est assez forte. Je ne sais pas s'il y a des réponses à ça. C'est vraiment l'argument d'Épicure dont Lila a parlé. Et en fait, cette intuition forte-là, elle va dépendre des gens. Et vraiment, c'est aussi pour ça qu'on voulait faire cet atelier, c'est parce que on prétend pas du tout que... Et Nick McMahon d'ailleurs, prétend pas du tout que tout le monde devrait être d'accord avec la posture de McMahon. Ça dépend vraiment des intuitions qu'on a. Et McMahon, par exemple, il va présenter l'expérience de pensée de Tati Daniel, où on se dit, si Tati Daniel, elle a toujours rêvé d'avoir des petits-enfants, et en fait, elle meurt vraiment la veille de la naissance de sa petite fille, et on peut se dire le lendemain, quand la petite fille est née, de se dire, c'est quand même dommage que Tati Daniel ne soit pas là, parce qu'elle aurait adoré être là. Et du coup, cette expérience de pensée-là, elle nous fait penser que sur le moment, même si la personne est morte, il y a l'idée que cette personne-là, qui effectivement n'existe pas d'un point de vue aussi fort qu'avant qu'elle soit morte, et cette personne-là est en train de subir un tort au moment où elle ressent pas l'expérience positive. Et du coup, c'est vraiment cette expérience-là de Tati Daniel, moi je l'aime bien parce qu'elle fait vraiment bien la différence entre les gens qui sont touchés et ceux qui sont pas touchés. Et en fait, quelqu'un qui dit non, mais elle n'existe pas, donc il y a un problème, et qui trouve même que l'idée de dire Tati Daniel, elle aurait bien aimé là, que c'est peut-être un peu naïf et un peu bête, quoi, presque un peu un résidu de dualisme ou de chrétienté, de penser qu'elle nous regarde d'en haut et tout, quoi. Et ça va faire une grosse différence. Moi, je suis plutôt du côté, c'est effectivement tort pour Tati Daniel, et je suis vraiment de ce côté de, je trouve qu'il y a cette personne-là qui était investie, c'est pour ça que la position de McMahon me parle, cette personne-là qui était investie dans le fait d'un jour voir que ses petits-enfants, il y a eu une perte, effectivement, et c'est un tort qu'on lui a causé. Et après, je pense que ça vient aussi, les philosophes de la mort qui sont plus du côté que la mort c'est un mal, vont aussi rétorquer que y a aussi beaucoup d'intuitions que la mort c'est effectivement un mal. Et que même si, on peut en lancer plein d'expériences, s'il y avait juste, on se dit quelqu'un qui a loupé des expériences positives, il y a plein de gens qui vont se dire c'est une bonne raison de ne pas le tuer. Et typiquement, les questions sur l'euthanasie, c'est-à-dire qu'on considère que il y a quand même pas mal de gens qui ont l'air de considérer que si ok, il y a une petite souffrance, mais que plus tard il y aura un grand plaisir parce que c'est un peu sur le court terme, il faut peut-être mieux aider la personne à s'investir dans le fait que plus tard ce sera bien, et ce sera pas un tort ce serait un tort d'aller trop vite et de dire ok, du coup, vu que tu vas souffrir pendant un an, on arrête tout là, quoi. Mais ça dépend vraiment des gens, et c'est aussi pour ça que ça nous intéressait d'en parler, surtout avec des animalistes et des gens qui se préoccupent de l'abattage, avec la question de quelles sont les intuitions. Et du coup, à l'inverse, si ça vous intéresse de partager, quelles conséquences ça a pour vous, pour les personnes qui sont ici et qui trouvent que la mort n'est pas un mal en soi, quelles conséquences ça a pour vous dans vos interactions avec des pro-élevages et dans la vision que vous avez d'un monde qui vous irait? Est-ce que vous passez pente glissante? Est-ce que vous avez d'autres raisons de considérer qu'il ne faut pas d'abattage? Ou est-ce qu'en fait, si c'était que
de l'abattage super soft au monoxyde de carbone où tout le monde meurt en s'endormant, est-ce que du coup, au final, ça vous dérangerait pas tant que ça? C'est aussi pour ça que c'est une question qui nous paraît importante. C'est parce qu'on pense on peut apprendre beaucoup des gens qui n'ont pas les mêmes points de vue, quoi. Juste rapidement sur Tati Daniel, en fait j'ai l'impression que, est-ce que ce serait pas, parce que moi j'avoue que j'ai du mal à conceptualiser le fait que post-mortem on puisse ressentir du positif ou du négatif, et du coup je me demande, surtout c'est ta formulation qui m'a fait penser à ça, de dire ah bah quand même Tati Daniel aurait bien aimé, est-ce que c'est pas une projection des vivants sur du coup ce qu'aurait était la Tati Daniel pas morte, ce qu'aurait aimé la Tati Daniel pas morte. Et du coup, est-ce que ça sort pas du cadre de pensée que tu as posé à la base, qui était qu'on ne prend pas en compte autre que l'individu, enfin autre que la personne en question qui meurt ou pas. C'est ça mon point. On admet bien qu'il n'y a pas de souffrance et il n'y a pas de plaisir ressenti par une personne du fait qu'elle vit pas une expérience positive. Ça on prend vraiment ça en compte. Et effectivement, la question, ça va être, c'est toute la question d'à quel point est-ce qu'on peut projeter une personne au-delà de sa mort et en déduire des biens ou des torts. Et je sais. Après, l'idéal, ce serait que, j'aimerais bien avoir votre point de vue aussi sur cette expérience-là de pensée par rapport à la personne qui dort au lieu de passer du temps à lire sa BD et qui se rend jamais compte que c'est à cause de quelqu'un, quoi. Et ce truc de projection des vivants. D'un côté oui, d'un côté oui, c'est une projection. On imagine qu'est-ce qu'elle aurait ressenti si elle avait été là, mais en fait on va pas considérer que vu qu'on a besoin de projeter pour penser ça, alors ça compte pas. On va se dire effectivement je projette, mais je projette quelque chose. En projetant, je trouve effectivement les choses qui comptent pour moi, qui est que je veux pas qu'on prive les individus de bien-être qu'ils auraient pu potentiellement avoir. Et en fait, ça va vraiment de ça la différence. Si vous considérez que c'est que la souffrance qui compte, ces choses-là vont pas du tout vous toucher. Si vous considérez que, en fait, si quelqu'un aurait pu avoir une quantité de bien-être et qu'on lui en a privé, parce que après la question, ça va être de mettre ça en balance avec d'autres choses. C'est-à-dire, si vous l'avez fait pour quelque chose un peu de trivial, on va considérer que vous avez causé un tort à cette personne-là. Mais oui, ça va vraiment dépendre des intuitions. Et je pense que le fait que c'est un peu contre-intuitif de se dire la personne n'existe plus, mais on compte quand même ses ressentis négatifs. Mais moi, c'est quelque chose avec lequel je suis prêt à faire, quoi. Mais je comprends qu'on ne le soit pas. C'était à toi, vas-y. Et après, derrière. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose. J'ai l'impression que ça n'a pas forcément été discuté. C'est qu'on part en général du postulat que si on a une vie plus longue, contrairement, si on meurt pas jeune, quoi, et qu'on avait encore des années à vivre, que forcément on aurait des expériences positives, alors que y a des personnes qui considèrent que la vie, si on fait un ratio, c'est plus de souffrance que d'expériences positives, et notamment c'est là-dessus que se base l'antinatalisme, de considérer que c'est pas éthique de donner la vie à quelqu'un sans lui demander son consentement, en sachant que cet être vivant va avoir plus d'expériences négatives que positives. Et j'ai l'impression que la réflexion qu'on va avoir dépend beaucoup du postulat de base qu'on part. C'est est-ce que la vie va être plus positive ou plus négative. Après, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi une différence du coup si on parle d'animaux humains ou des autres espèces, qu'on n'a pas les mêmes expériences de vie et que peut-être que nous on a une vie plus complexe émotionnellement et du coup on a un potentiel de souffrance psychologique beaucoup plus élevé. Je sais pas, voilà. C'était juste pour amener 2-3 éléments. Au niveau des années de vie, je pense qu'en fait c'est juste une question de faciliter la quantification, parce que c'est compliqué de quantifier vraiment des qualia de bonheur ou ce genre de choses. Et du coup on considère que toutes les années de vie restantes sont globalement positives et du coup on compare en années de vie pour l'expérience. Après, au sujet de l'antinatalisme, je pense qu'on peut avoir une position antinataliste sans considérer forcément que les enfants auront une vie plus négative que positive, mais juste qu'il y ait un peu de négatif, c'est suffisant pour certaines personnes pour affirmer une position antinataliste. Donc, c'est pas nécessairement une question de ratio, mais plus une idée de il va y avoir de la souffrance, du coup, pourquoi, même si elle est minime, pourquoi l'infliger, alors que l'individu qui ne va pas naître n'a rien à perdre à ne pas naître. Oui, ça va beaucoup dépendre d'à quel point on considère que la souffrance c'est très 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 mal, ou alors est-ce que ça peut être compensé par du plaisir.
ça va peut-être dépendre aussi de l'expérience de chacun, de sa propre vie. Et je sais pas si Estivarus, dans son livre sur l'antiprédation, elle parle pas un peu de ça à la fin, en disant bah ça dépend de... Parce qu'il y a la question sur les animaux sauvages, de est-ce qu'en fait, il y a des gens qui considèrent que leur vie elle est pleine de souffrance et donc qu'il vaudrait mieux pas du tout les protéger, et enfin pas du tout leur permettre de vivre. Et si c'est des questions, il me semble qu'elle discute en disant bah ça va dépendre de comment on voit effectivement la quantité de souffrance, et est-ce qu'en fait c'est pas des vies qui... La terminologie, c'est les vies qui valent le coup d'être vécues. Et du coup, pour les utilitaristes négatifs qui considèrent que ce qui compte, c'est qu'il y ait le moins de souffrance, ils vont considérer que dès qu'il y a une micro-souffrance, ça vaut pas le coup. Mais oui, c'est des postures qui sont pas les mêmes chez chacun. On peut aussi considérer que avec les bonheurs qu'il y a dans une vie, en fait, ça peut se compenser. Et c'est aussi... peut-être que les gens qui sont dans cette posture-là vont se baser sur le fait de demander aux gens est-ce qu'ils ont trouvé que leur vie valait le coup d'être vécue. Et du coup, si on considère que la plupart des gens considèrent que oui... Après, c'est pas une raison pour prendre le risque et faire des enfants, parce qu'on peut considérer que même s'il y a 1% de chance, ça reste quelque chose d'immoral. Mais ça va dépendre de pas mal de choses, quoi. Il y avait derrière, là-bas... je me souviens plus. En plus, la situation sur laquelle je voulais rebondir, c'était Clément, c'est ça, qui en avait parlé. Mais du coup, j'ai pas bien la question. C'était par rapport à la Tati qui mourait. Le fait que on se projette, de dire en fait cette Tati elle aurait pu avoir une expérience positive après. Je pense aussi que c'est dû au fait que ce soit elle qui se projette. C'est elle qui d'abord au début se projette et dit je pourrais avoir une expérience positive en ayant la naissance d'un enfant. Et du coup je me posais aussi la question pour les animaux qui meurent dans les abattoirs. Le fait qu'il y ait des personnes qui disent qu'on pourrait les tuer sans souffrance, ça revient un petit peu à cette Tati peut-être qui meurt, mais en même temps je me dis que cette Tati elle meurt en fait, je sais pas si comme j'étais pas là avant, je sais pas elle meurt de quoi, si on le dit ou pas, si juste elle meurt comme ça ou sans souffrance mais elle meurt de quelque chose, d'une maladie ou juste non, on va dire qu'elle meurt dans son sommeil, et que si on avait été à côté, on s'est rendu compte qu'elle faisait un arrêt cardiaque dans son sommeil, mais on n'était pas à côté, donc elle est morte. Ok, donc on aurait pu faire quelque chose pour qu'elle reste en vie. Enfin, si après ce qu'on va vouloir calculer c'est les torts, on va essayer de mettre de l'autre côté qu'un individu aurait pu faire quelque chose, que par exemple il y a eu une coupure de courant parce que le conseil municipal a dit c'est pas si grave que ça ces coupures de courant, et qu'au final Tati Daniel est morte, et du coup mais ça va venir un peu après. C'est quand on aura déterminé à quel point c'est grave, enfin à quel point il y a un tort qui lui est causé, on pourra voir selon les choses qu'on aurait pu faire ou pas pour éviter ce tort, à quel point est-ce qu'on a commis une faute morale ou pas. D'accord. Mais il y a vraiment cette idée que par contre c'est sans souffrance, et que oui ça va être intéressant. Enfin, compter les torts des choses qui seraient arrivées de toute manière, c'est un peu déprimant, quoi. Là, l'idée c'est quand même de s'en servir pour faire des choix moraux, parce qu'on aurait pu faire différemment. Okay. Il y avait Pierre ici. Ah oui, désolé. Il y a ce côté-là. Et après. Alors oui, je voulais dire plusieurs choses. Alors c'était sur l'argument. Souvent on met en avant le nombre de. On prive de certaines années, donc il y a l'espérance de vie. Mais du coup, la conséquence de ça, c'est qu'il est par exemple immoral de faire naître un rat plutôt qu'un humain, parce que l'humain va vivre beaucoup plus longtemps. Non, ce qu'on va considérer, c'est vraiment ce qui est perdu par rapport à si on n'était pas intervenu pour la mort ou la non-mort. Donc, on va considérer que pour tout un... Enfin, comment dire ? Non, en vrai, c'est une bonne question. Parce que c'est une bonne question parce qu'on peut se dire qu'on a un contrôle sur l'espérance de vie d'un rat. Et en fait, si un rat, il se disait trop bien, je suis super fort dans mon labyrinthe, la semaine prochaine, je vais tout déchirer, mais qu'en fait, il meurt, on peut se dire que... Enfin, après,
Je pense qu'il y a une question d'intervention qui n'est pas la même, mais ça devient des questions philosophiques assez compliquées. De dire est-ce qu'on doit, on doit à un individu de prolonger sa mort. Les gens qui s'intéressent au fait d'abolir la mort par ses naissances, c'est des choses qui les touchent beaucoup. Et je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Matty Roy qui est sur Facebook. C'est quelqu'un qui est très engagé dans la fin de la mort et qui trouve que pour lui c'est un tort colossal qui est causé du fait qu'on ne passe pas plus d'énergie en tant qu'humain à essayer de repousser la mort par ses naissances le plus loin possible, quoi. Voilà, du coup, la conséquence, c'est qu'il faut éditer les gènes des rats pour... On pourrait en déduire ça. Après, je pense que je vais essayer de... c'est un peu la différence en philosophie morale entre faire du mal et ne pas faire quelque chose pour éviter du mal. Et du coup, c'est des choses un peu compliquées de savoir est-ce que... peut-être que ça va rentrer dans nos devoirs moraux, mais ce sera les devoirs moraux un peu tout à la fin de la liste et en fait, qui seront pas si graves de pas faire par rapport à d'autres choses, quoi. Ça dépendra un peu de... C'est un peu comme... on peut imaginer que des gens qui considèrent que c'est un devoir moral d'agir dans la nature pour éviter la souffrance des animaux sauvages, ils vont être plus sensibles à cette idée qu'on a aussi un devoir d'éviter ces morts-là. Mais comme je disais à la fin, on a quand même des intuitions morales qui nous font penser que priver d'un bien, c'est pas si grave que ça, et du coup, on va quand même un peu avoir en tête de c'était quoi le bien qu'on aurait pu avoir avant. Et justement, les infographies de L214, c'est pas mal des trucs de... celle à laquelle je pense, c'est voilà combien de temps un poulet vit par rapport à ce qu'il aurait pu vivre, et donc c'est un tort qui lui est causé. Mais non, c'est une bonne remarque. Je sais pas si ça déboucherait sur les devoirs moraux, mais on peut imaginer que des gens se disent ce serait peut-être immoral de passer 4 semaines à glander dans la piscine plutôt que d'en passer au moins une à essayer de faire que les rats ils vivent 2 fois plus longtemps, quoi. Mais ouais, c'est une question. Il y a une expérience de pensée qui pourrait être faite du style on a une personne qui doit vivre jusqu'à 80 ans et est-ce que c'est immoral de la tuer à 60 ? Et inversement, on prend une personne qui vivrait jusqu'à 60 ans. Est-ce qu'on a un devoir moral de rallonger sa vie jusqu'à 80 ans si on a la possibilité ? Après, à comparer avec les coûts que ça représente. Mais voilà, c'est une expérience de pensée qui me semble coller un peu à ta question. Mais il y a vraiment en philosophie ce truc de la différence entre provoquer le mal ou alors ne pas agir pour enlever le mal. C'est hyper compliqué. J'avais essayé de m'y pencher un moment, mais c'est une bonne galère, quoi. C'était Thomas derrière. Quelqu'un d'autre après qui vous pose une question ? J'ai l'impression que pour l'instant, on est vachement dans une logique occidentale avec souffrance et expérience plaisante. Et autant quand on parle de la mort de Tati Daniel qui fonctionne dans notre système de valeurs, ça a un sens. Autant pour les animaux, on n'a aucune certitude que ce soit comme ça que ça se passe dans leur tête. Et ne serait-ce que parmi les humaines et humains, il y a des personnes qui ne marchent pas avec ce système de valeurs. Et du coup, je vois pas pourquoi est-ce que pour l'instant, on n'a pas questionné ça. Même si j'ai aucune proposition alternative à apporter. C'est une très bonne question. Un premier axe de réponse, ce serait de se dire que là, on est en train d'essayer de peut-être dans cette salle-là, on a quand même un peu un focus sur ce qui se passe en France, éventuellement ce qui se passe en Europe, et que du coup, on se dit, un peu quelque chose d'incrémental, quoi. C'est-à-dire que on va discuter tous ensemble pour essayer d'avoir quelque chose qui nous va en France. Si jamais on se rend compte que ce truc-là, en fait, ça va pas aux Scandinaves ou quelque chose comme ça, on discutera avec eux. Et après, on verra si on veut faire des choses globales. Mais c'est vrai que ça va peut-être dépendre de si tu es dans une logique réaliste ou anti-réaliste morale. Et donc, pour les gens qui n'ont pas la distinction, le réalisme moral, c'est considérer que quand on cherche ce qui est moral, on cherche vraiment un fait. Et que de la même manière qu'on cherche la densité de l'eau ou de savoir combien il faut mettre de fuel dans une fusée pour qu'elle décolle, on va se poser la question de qu'est-ce qui est moralement OK. Et du coup, la densité de l'eau, c'est la même en Inde et en France, quoi. Et par contre, si on est dans un anti-réalisme, on va considérer que là, moi, je suis en train de faire une quête pour trouver des principes moraux, mais c'est des principes moraux qui découlent de mes intuitions, et quelqu'un qui n'a pas les mêmes intuitions que moi n'a pas tort en disant des mauvais principes moraux. Et donc, moi, je vais plus essayer, je vais me dire, j'ai mes intuitions, dans l'idéal, j'aimerais prouver aux autres qu'ils ont les mêmes que moi, mais si en fait 50% des gens en France trouvent que la mort... c'est pas un mal pour l'animal ou pour une raison ou pour une autre. Si ils en arrivent à me montrer que c'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes intuitions que moi sur des choses que je considère légitimes, je vais être un peu bloqué, je vais me dire on fait un peu avec, quoi. Et après, on peut imaginer... du coup, dans cette position anti-réaliste,
l'intérêt d'aller discuter avec des gens non occidentaux, ça va être un peu de consolider ma posture, parce que on sait jamais, peut-être que ces choses non occidentales là un jour elles peuvent arriver en France et que des gens pourraient être enthousiasmés touchés par ces intuitions là, et donc ça va déstabiliser le système que j'aurai. Mais c'est quand même très auto-centré, et après qu'est-ce que les gens autour de moi pensent, quoi. Par contre, si on est dans une posture réaliste morale, c'est quelque chose qui peut être très important, de se dire bon bah ces personnes là, pourquoi elles pensent comme ça. J'ai du mal à... Je sais pas si tu as en tête des choses de réincarnation ou des choses comme ça, ou peut-être des choses complètement différentes. Mais c'est vrai que la posture des philosophes du type McMahon, ça veut dire quand je vois dans les sociétés où moi je suis, quelles sont les intuitions morales, est-ce que je trouve qu'on a raison, est-ce que je trouve qu'on dit un peu n'importe quoi, est-ce qu'on a des biais qui nous font qu'on va dire bah non mais les animaux c'est forcément pas grave, sans s'être posé la question de pourquoi est-ce qu'on considère que c'est grave pour les humains, et ainsi de suite. Mais non, c'est une bonne question. Si c'est pour répondre à ça, ou c'est pour une autre question? C'est sur les intuitions. Alors, par exemple, l'intuition que la mort est mal et qu'il faut surtout pas mourir. Voilà, on peut faire du débunkage en disant oui, c'est adaptatif, puisque les animaux qui n'avaient pas cette intuition sont tous morts. Donc en fait, elle vaut pas grand-chose, cette intuition, puisque c'est juste... voilà, c'est le fruit de la sélection naturelle qui cherche pas le bien ou le mal. Mais en même temps, on peut aussi dire, bah oui, tant mieux, parce que sinon, si on n'avait pas cette intuition, à chaque fois qu'on est en souffrance, on penserait même pas au futur plaisant, on se tirerait une balle dans la tête tout de suite. Voilà. Vous pouvez lire à ce sujet le texte de Pierre Sigler sur les intuitions morales, que vous pouvez trouver facilement en ligne, et qui parle un peu de cette idée de débunkage et de se demander d'où nos intuitions viennent pour déterminer si c'est pertinent d'y prêter attention ou pas. Sinon, moi, mais juste très rapidement par rapport aux réponses qui ont été faites, parce que je pense que j'ai du mal à m'exprimer. Parce qu'en fait, moi, je parlais pas du tout de situation avec des personnes qui ont un problème de santé majeur comme l'euthanasie. Enfin voilà, moi personnellement, je suis favorable. Ou avec des problèmes, parce que là, ce qui a été de suite dit, c'est des problèmes, des maladies psychologiques, etc. Mais je pense que, sans parler de maladies, ou je ne sais pas si tu parlais du cerveau, je sais pas quoi, je veux dire, on peut être amené à avoir des pensées suicidaires parce qu'on a eu une expérience, je sais pas moi, une rupture sentimentale, qu'on se rend compte qu'en fait, il y a des milliards d'animaux qui sont massacrés dans le monde, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est des expériences et des rencontres ou des disputes, on s'en fout. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément lié à ce que moi j'appellerais une maladie. Bon, je ne suis pas spécialiste. Et donc, voilà. Et donc, c'était surtout ce style de situation. Et je suis aussi surprise que ce qui a été assez rapidement évoqué, c'est la question potentiellement des médicaments. Mais je pense qu'il y a peut-être des étapes de dialogue, de thérapie, de discussion. Voilà. Moi, mais je ne suis pas spécialiste, mais je voulais juste le préciser. Voilà. Ok. Oui, on peut se dire qu'on arrête les questions sur ce sujet-là. Mais je pense que c'était quand même derrière de la tête de pas mal de personnes, donc c'est bien qu'on en ait parlé. Tu voulais dire un truc sur la présentation? Et après, il y a quelqu'un d'autre? Enfin, levez la main tout de suite, comme ça je note. Ouais, c'était pour nuancer un peu l'évidence d'un postulat, on va dire, que j'ai entendu à la fois dans la présentation, je sais plus bien à quel moment, et à la fois aussi dans le public, qu'il y aurait sans doute un tort plus grand causé, quand il y a de la souffrance, ou une privation de plaisir, ou en tout cas où qu'on tirerait un plaisir de meilleure qualité, en gros, quand on aurait des capacités cognitives plus développées qui permettent d'avoir une vie psychique plus complexe, etc. En fait, pour moi, ça peut se défendre, quoi, mais pour moi, il faut le lien de cause à effet n'est pas direct, en tout cas, et ça devrait être justifié.
Sachant que j'ai aussi lu en fait enfin entendu parler en tout cas de biologistes qui penseraient que au contraire des animaux avec des capacités cognitives plus simples en fait se baseraient plus sur des choses comme la peur, la douleur, le plaisir, etc. pour orienter leurs actions de manière évolutivement intéressante, quoi, on va dire. Et que du coup, peut-être que pour des animaux qui auraient moins de capacité à faire des projections mentales, des théories de l'esprit, des machins, etc., bah, peut-être que tout ce qui est expérience positive, négative, etc., serait en fait d'intensité plus forte que chez des animaux qui ont des capacités cognitives plus développées, qui est en fait du coup la position inverse en fait, quoi, que si on considère qu'il y a un tort à ne pas vivre du positif, si ça se trouve, il se pourrait très bien qu'il soit plus grand pour des animaux avec des capacités cognitives moins développées et une vie psychique moins complexe. Ça me fait un peu penser aussi au tapis roulant hédonique. En gros, le fait que peu importe, grosso modo, les événements qui nous arrivent dans la vie, on revient à peu près à des niveaux de bonheur relativement stables. Et du coup, ça interroge sur à quel point le vécu des individus influence sur le bonheur qu'on peut se construire entre guillemets soi-même, quoi. Et effectivement, moi je suis assez dubitative sur l'affirmation du coup de McMahon, notamment de dire qu'il y a une différence nécessaire entre la potentialité de bonheur en quantité et en qualité entre les animaux humains et les humains. Ça me paraît une question qui est très difficile à trancher, mais voilà. Oui, c'est un point qu'on a pas mal discuté avec Lila quand on a fait la présentation, parce que si on veut commencer à faire une gradation des expériences et des vies, pas juste en termes de est-ce que c'est positif et pendant combien de temps, mais qu'on veut se dire, on veut parler d'intensité, de positivité, on va rentrer sur des territoires qui sont compliqués et où justement il pourrait y avoir des accords en disant clairement un chien il a l'air d'avoir des pics de bonheur que moi j'ai jamais trop dans ma vie, ou alors à l'inverse dire aussi des gens qui vont avoir l'intuition de non mais vraiment c'était David Delieu qui avait parlé de la Messa di Gloria l'année dernière, voilà, comme d'un seul coup je suis pris par une sensation de céleste de plaisir, quoi. Et ouais, c'est pour des raisons d'un côté parce qu'on voudrait pas que les gens s'emparent de ça pour faire du validisme, et de l'autre côté parce que le sujet est hyper compliqué, on peut être tenté de dire en fait on va pas du tout s'intéresser à ces histoires de quantité, mais je pense qu'il faut s'attendre à ce que ça revienne sur la table et du coup à avoir un peu des arguments, soit comme des exemples d'éthologie de Lila, soit d'autres postures qui pourraient répondre à ça. Juste ici, tu voulais parler, non? Ouais. C'est pour répondre ou c'est autre chose? Ok, du coup, ce sera juste après, du coup. Avec tous les arguments de McMahon, j'ai pas l'impression qu'il arrive à la conclusion, enfin vous me direz si j'ai tort, que ça deviendrait un devoir moral de rallonger la vie des êtres sentients qui favoriserait des expériences positives. Mais j'ai souvent entendu des conclusions qui allaient dans ce sens-là. Des gens qui avec un raisonnement, aboutissaient à la conclusion que la mort, du coup, c'était mal. Et ils ont tiré un devoir moral de rallonger la vie, au moins d'essayer d'allonger la vie des êtres sentients dans des conditions qui favorisent l'expérience positive. Et vous avez parlé vite fait tout à l'heure de la différence entre agir contre le mal et ne pas agir pour le mal. Si vous pouvez développer un peu là-dessus. Désolé, c'est potentiel d'une autre conférence de 2 heures. Non, mais surtout, c'est un sujet sur lequel je suis pas du tout compétent. Et j'avais un peu essayé de creuser un moment, mais ça devient très compliqué et les philosophes sont pas... Enfin, il y en a certains qui ont plus tendance à te perdre dans leur complexité qu'à te donner ce qu'ils en ont sorti une fois qu'ils sont réfléchis à la question. Et tu as des choses sur par exemple, comment dire, le self-defense, c'est quoi en anglais le self-defense, la légitime défense.
Et en fait, la légitime défense c'est entre un individu coupable et un individu pas coupable. Donc la différence entre ça va être délire comme expérience de pensée, hein. Mais si imaginez qu'il y a quelqu'un qui est pris par une tornade et qui vous arrive en pleine face, et vous avez le choix entre vous laisser tuer par lui qui arrive et lui survit, ou alors le repousser et que lui meurt mais que vous survivez. Est-ce que vu qu'il y est pour rien, vous lui devez de mourir, ou est-ce que vous avez le droit de le tuer, de faire privilégier votre vie sur la sienne malgré qu'il soit pas coupable? Et du coup, c'est un bazar. Et McMahon fait aussi c'est comme il disait, c'est aussi un philosophe de la guerre et qui du coup doit creuser ce genre de questions-là. Mais c'est super compliqué parce que ça devient comment dire. C'est là où typiquement les contenus de Stéphane Debove, si jamais ça t'intéresse, ça intéresse d'autres personnes, sur Homo Fabulus, ça peut t'intéresser parce que lui, il va partir du code d'opportunité et du coup va dire que vu qu'en sortant de chez moi, je pensais pas que je devais mourir pour laisser quelqu'un prendre ma vie, et bah du coup on peut pas exiger ça de moi. Par contre, je peux peut-être détailler sur ce truc du tramway. Il y a cette idée qu'il considère que quelqu'un qui est déjà employé de la SNCF, il sait déjà qu'il y a des cas dans lesquels peut-être qu'il va qu'il va être écrasé par un train. Alors que quelqu'un qui juste se balade sur un pont sort pas en se disant, vraiment estime comme très très faible le fait qu'il se retrouve à tomber sur une rail de train. Et du coup, il y a cette idée que le coût d'opportunité pour la personne qui se promène sur le pont est pas du tout est pas le même que pour l'employé SNCF, et donc que c'est un moins grand tort qui est causé à l'employé SNCF que à la personne qu'on jette sur le pont. Mais c'est vraiment parce qu'on se retrouve à se dire, si jamais on avait que le truc de McMahon, effectivement, faire mourir ou ne pas aider à ne pas mourir, ce serait la même chose, alors qu'on peut avoir des intuitions que c'est pas le cas. Après, il y a cette idée que l'idée du coût d'opportunité, c'est que j'ai déjà une idée de qu'est-ce que ma vie elle serait normalement avant que je me retrouve dans un dilemme moral, quoi. Et du coup, la probabilité, une personne qui devient employée SNCF, elle a fait le choix en sachant qu'elle avait plus de chances de se retrouver dans un accident, juste même sans dilemme moral, elle a plus de chances de se retrouver dans un accident que quelqu'un qui juste se baladerait. Et du coup, il y a un peu cette idée que chacun est entitled, je sais pas comment on dit, mais on doit à chacun de respecter les paris qu'il a fait en sortant de chez lui, quoi. Et du coup, l'employé SNCF, il a fait le pari que il va prendre ce risque-là parce qu'il considère que pour d'autres raisons ça lui va. La personne, il y a cette idée que ce serait injuste qu'une personne qui vit sa vie en faisant très très gaffe à pas prendre de risques se retrouve à en fait subir un risque versus quelqu'un qui lui a décidé de prendre ce risque-là. Mais c'est il a écrit un bouquin, il a fait plein de vidéos, je vais pas développer particulièrement ici, mais je trouve que ça permet d'expliquer ce genre d'intuition morale de self-défense, faire le mal versus ne pas faire quelque chose pour ne pas faire le mal. Oui. Après, ça répond pas totalement parce que, en fait, là où je comprends pas, c'est que pour le dilemme du tramway, il y a une notion de risque, mais pour la mort naturelle, il n'y a plus de notion de risque parce que c'est sûr qu'après un certain moment, tout le monde va mourir. Et là où je comprends pas qu'avec les arguments de McMahon, on n'arrive pas. Je comprends pas qu'avec les arguments de McMahon, il n'en arrive pas à la conclusion que ça serait un devoir moral de au moins essayer de rallonger la vie des êtres sentients dans des conditions qui favorisent des expériences positives. Je dis pas que c'est la conclusion à laquelle il faut arriver, mais je comprends pas que ça en découle pas logiquement. C'est le point important dans ce que tu dis, c'est devoir moral, et McMahon lui le dit pas explicitement dans les textes qu'on a lus, mais il y a Ben Bradley qui travaille aussi sur ces questions-là. Lui, il va reconnaître le fait qu'il y a deux étapes dans notre réflexion morale. Il y a d'abord qu'est-ce qui est un tort, et ensuite quels sont les devoirs moraux. Et en fait, on peut considérer qu'il y a quelqu'un qui perd quelque chose sans que c'est pas parce que quelqu'un perd quelque chose qu'on lui doit d'éviter cette perte-là. Et justement, on peut se dire que l'espérance de vie d'un animal due à son ADN, on lui doit pas de faire ça. Et puis ça, encore une fois, ça va dépendre de ce qu'on fait, de l'alternative. Et du coup, on peut se dire, si jamais on se rend compte qu'il y a 10% de la population humaine qui a un problème génétique qui fait qu'il meurt à 50 ans au lieu de mourir à 80, on peut considérer que les gens qui sont pas dans ce cas-là, de passer leur temps à plutôt jouer au golf ou regarder la télé, plutôt que de mettre de l'énergie pour aider ces gens-là, on peut considérer que c'est pas noble, quoi, que c'est peut-être on aurait peut-être un devoir moral à le faire. Mais je pense que plus on va arriver vers des choses que les gens avaient déjà et que, en fait, si jamais... par exemple, la question de la souffrance des animaux sauvages,
on peut considérer que est-ce qu'on a vraiment un devoir moral à en fait rien faire de notre vie, arrêter la musique, arrêter de construire des beaux bâtiments et de faire des peintures et de faire plein de trucs qui sont en fait des choses un peu triviales d'un point de vue si on compare à la souffrance. Est-ce qu'on a le devoir d'arrêter ça et juste de faire que les humains sont rien d'autre que des gardes-forêts qui font attention à ce que personne ne se fasse manger par personne, ou alors qu'on passe toute notre énergie à faire technologiquement ce genre de choses. Ça va un peu dépendre des sensibilités. Et je pourrais pas citer de philosophes qui en parlent vraiment, mais c'est un problème qui est quand même un peu noueux, quoi. Je pense que quiconque dit qu'il y a un avis facile n'a pas forcément conscience de la complexité du problème. Du coup, derrière, si vous pouvez faire passer... Ok. S'il y a d'autres personnes qui veulent lever la main pour faire d'autres paroles, sinon ce sera Sylvain. Je réfléchis une seconde. Oui, voilà, j'étais en train de penser, en fait, le tort le tort qui est causé potentiellement à une personne qui meurt comme la Tati, je reviens toujours sur est-ce que ce serait pas... Enfin, est-ce que, en fait, on a causé ou pas un tort selon la réponse qu'elle aurait donnée à la question de justement ce qu'on est en train de débattre. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a une vision de ce que c'est la mort, de si elle est potentiellement désirable ou non, enfin voilà, chacun a son propre avis. Sa propre expérience de pensée, et je me dis que en fait ça va pas être la même chose pour moi si moi je meurs sans souffrance quelque part, qu'on aurait pu faire quelque chose mais que voilà on l'a pas su, que j'aurais préféré quelque chose potentiellement, enfin dans quelques jours que j'aurais préféré y assister. Ça va pas être le même tort causé à moi qu'à une autre personne pour la même situation, tout simplement parce que moi je vais pas penser la même chose que l'autre personne. Et du coup je me dis en fait c'est selon ce que pense la personne que le tort est causé ou non. Et du coup pour venir aussi aux animaux non humains, c'est se dire qu'en fait on sait pas du tout ce qu'ils pensent, ni même s'ils peuvent avoir un avis sur la question, et s'ils le peuvent, ils auront pas le même avis, même dans la même espèce, ils auront pas le même avis, comme nous on est de la même espèce et qu'on n'a pas le même avis. Et du coup voilà, je me demande du coup comment est-ce que avec cette vision là on peut réfléchir à est-ce que ça fait rien ou est-ce que ça fait quelque chose qu'un individu meurt? Et du coup, est-ce qu'il est préférable qu'il vive, ou est-ce que, comme la Tati, c'est pas un tort? Enfin, voilà, selon les personnes aussi, ça va être différent. Mais du coup, comment est-ce qu'on va agir collectivement? Parce qu'on peut pas savoir la vie de tout le monde, notamment si on est dans le tramway et qu'on doit choisir. On sait pas. Bon, alors, je vais d'abord poser la question aux 5 personnes qui vont mourir, puis à la personne qui va potentiellement mourir. Voilà. Je vais laisser Loïs répondre après, mais juste par rapport à la question de la conception de la mort et du fait qu'on sache ce que c'est et qu'on soit potentiellement effrayé par elle, ou enfin qu'on ait conscience de la mort, voilà, c'est le mot que je cherchais. J'ai l'intuition que c'est un élément qui compte, mais qui est pas... Enfin, par exemple, chez les bébés humains qui n'ont pas du tout conscience de la mort, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine gravité à les tuer, même s'ils n'ont pas conscience de la mort. Du coup, je pense que c'est quelque chose qui compte, mais qui n'est pas... Enfin, j'arrive plus à trouver mes mots. C'est pas le seul critère, mais c'est quand même un critère qui a son importance. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais justement, est-ce que ça compterait pas parce que justement ils n'ont pas forcément la conscience de la mort? C'est-à-dire que le fait qu'ils n'aient pas conscience de la mort va faire que ça va être important d'attendre qu'il l'ait pour avoir un avis. Tu vois, c'est ça aussi la question. C'est comme c'est l'avis de la personne qui compte, le fait de peut-être de pas avoir d'avis. Et c'est en ça que je voulais savoir comment est-ce que nous on agit collectivement, parce qu'on peut pas savoir l'avis de l'autre personne, qu'il en ait, ou qu'il puisse en avoir ou qu'il ne puisse pas en avoir. C'est quand même l'avis de l'individu qui va mourir qui compte, à mon sens. Pour les bébés, on va vraiment arriver dans ce truc de la philosophie de la personnalité, parce que toi, tu vas dire peut-être qu'on attend de savoir ce que la personne en pense. En fait, en philosophie de la personnalité, on pourrait dire que la personne... est-ce que vraiment le bébé et la personne qui arrive après sont le même individu,
Ou alors est-ce que en fait la personne s'est développée et elle s'est mise à exister qu'au moment où elle était vraiment suffisamment développée. Et du coup, là, ce que tu pointes, c'est vraiment ce que McMahon s'en occupe beaucoup aussi, qui est la question de l'autonomie, et de dire quand on a des individus qui peuvent donner leur avis sur ce qu'ils pensent de la mort, est-ce que ça change un peu pas tout? Et lui, ce qu'on a développé ici, McMahon, il considère que c'est surtout quand les gens n'ont pas d'autonomie. Et moi, je suis moins sensible à cette question-là, mais je le suis quand même un peu aussi. Donc, dès qu'il y a une autonomie, on peut un peu demander l'avis aux gens de ce qu'ils en pensent. Et par contre, quand ils en ont pas, typiquement, si on considère que certains animaux n'ont pas d'autonomie et sont pas capables d'avoir un avis sur cette question-là, c'est là où on est un peu, on est obligé de trouver autre chose. Et du coup, McMahon, il dit qu'on peut prendre ça. Et on n'a plus ce truc-là d'autonomie, donc on en revient à dire, est-ce qu'on arrive à évaluer à quel point ils ont l'air d'être investis dans leurs expériences futures, à quel point ils ont à quel point est-ce que leur bonheur après peut déjà exister en projet chez eux et ainsi de suite. Ouais, vu ta tête, j'ai l'impression que je réponds pas du tout à ta question. Je suis pas sûre d'avoir compris. Par rapport à un moment donné, t'as rebondi un peu sur ce qu'a dit Lila et comme t'as pas été explicite sur ce que tu rebondissais, je crois, j'ai pas bien compris à ce niveau-là. Je me rappelle plus exactement en plus, donc. Sur les bébés. Oui. Par rapport à quand je parlais de philosophie de la personnalité. Oui. Je peux répéter ce que je dis, mais c'est vrai que là je suis un peu avec l'idée que tant que l'individu il n'a pas encore développé son autonomie, on peut se demander si son avis, est-ce que même l'importance de sa mort, elle existe déjà à ce moment-là. Et du coup, ce que Lila disait, c'est que même si il n'est pas capable de savoir ce qu'il en pense, par l'argument de McMahon, il a quand même des plaisirs qu'il va pouvoir ressentir et dans lesquels il est déjà investi de manière l'inverse de prospective, et ça va compter malgré tout. Et on n'a pas besoin d'attendre l'avis de... on sait déjà que vu que cet individu-là, il a ce proto-individu, on voit qu'il a investi dans ses expériences futures et donc on va faire la supposition qu'il vaut mieux... que par rapport à nos critères, ce serait un tort, il y aura un tort qui lui serait causé, donc il vaut mieux pas le faire. Ouais, je vois. Et moi, en fait, c'est la même conclusion, c'est-à-dire qu'il faudrait le laisser vivre, ne pas le laisser mourir en tout cas. Mais c'est pas pour la même raison, c'est parce que c'est pas parce que il va avoir potentiellement du plaisir plus tard, mais plutôt parce que il va avoir un avis sur la question qu'il n'a pas forcément maintenant, mais il va avoir un avis sur la question. Mais si cet avis sur la question fait que, comme la Tati, il va mourir dans 3 ans et qu'il il va rien sentir, et cet avis, il va avoir un avis sur la question qui va faire que, peu importe pour lui, il s'en fout. C'est pas un tort causé. Alors que s'il s'en fout pas, si au contraire il va penser d'une autre manière, ça va être un tort causé. Pour moi, c'est plutôt cet avis-là qui va compter. Ouais, je comprends qu'il y a plus d'importance donnée à l'autonomie et aux préférences, un peu comme ce que la personne devant toi disait, quoi. Et je me posais aussi la question par rapport à cette expérience de pensée avec le bébé, c'est que je vais arriver sur un sujet sensible, attention. L'avortement. C'est que le fait que, dans ce que je vais dire, il va y avoir forcément de mon avis, c'est que du moment que il n'y a pas sentience, c'est-à-dire, pas sentience et pas conscience, c'est-à-dire que la personne ne va pas avoir conscience qu'elle va mourir. Il n'y a aucun problème pour on va dire ce futur individu on avorte. En revanche, ça va être important pour la personne qui porte cet embryon d'avorter parce que cette personne est sentiente. Vous voyez ce que je veux dire? La personne qui est la future personne qui est dans le ventre, ça va, il y avoir rien de conséquences pour elle, alors que pour la personne qui porte, il va y avoir des conséquences. Mais en revanche, dans le cas où elle commencerait à devenir consciente, sentiente, il y a des conséquences pour elle, mais il y en a aussi pour la personne qui porte. Et du coup, à ce moment-là, là, c'est une question ouverte. Quel est votre avis en fait sur le fait que les deux personnes soient conscientes, sentientes
Qu'est-ce qui importe, comment est-ce qu'on peut faire? Du coup, c'est la question que j'allais évoquer, mais du coup, tu as répondu et tu as posé la question en même temps. Désolée, j'entends pas bien ce que tu dis. Pardon, je me rapproche. Je disais, c'est la question que j'allais aborder, mais du coup, tu viens de le faire et tu viens de donner la réponse. Enfin, ta réponse en tout cas en même temps. Juste, il y a un moment, je pense qu'il y a une contradiction. Enfin, j'ai l'impression que tu mets sentience et conscience de la mort au même endroit. Genre en mode, à partir du moment où il y a sentience, il y a conscience de la mort. Je pense pas être d'accord avec ça. Je pense que les jeunes enfants humains, même après la naissance, n'ont pas nécessairement conscience de la mort. Du coup, c'est pour ça que je sais pas si je suis très convaincue personnellement par ce fait que ce soit important d'avoir conscience de la mort. Je suis pas sûre que ce soit vraiment un critère majeur, quoi. Mais après, si tu veux ma position personnelle, je suis assez d'accord avec le fait de peser les intérêts de l'un de l'autre et qu'à partir du moment où il n'y a pas sentience, il n'y a pas d'intérêt, donc il n'y a pas de question qui se pose. Mais oui, voilà. Après, post-sentience, je pense aussi que c'est une question d'intérêt à peser qui doivent se décider au cas par cas. Mais c'est une question assez complexe, forcément. C'est sûr que dans la question de l'avortement, il y a cette idée... on peut faire surtout si on est sur des avortements tardifs, comme ce qui se peut passer au Canada, il y a cette idée que l'individu, en fait, il est un peu comme si, J-1, J+1, il n'y a pas vraiment de différence. Et du coup, les gens qui vont vouloir défendre l'avortement vont plus se reporter sur des arguments. Je sais pas, je viens de regarder ça sur mon téléphone parce que je connaissais pas. Enfin, je connaissais, mais Judith Jarvis Thomson, qui est une philosophe qui a fait son expérience de pensée du violoniste, où en fait, elle va considérer dans quel cas est-ce qu'un individu doit à l'autre de lui laisser accès aux ressources de son corps malgré le fait qu'elle n'en a pas envie. Et du coup, l'expérience de pensée du violoniste, c'est cette idée que vous vous réveillez un jour et vous vous rendez compte que vous êtes branché, vous êtes câblé à un violoniste hyper connu que tout le monde veut le voir continuer à exister, mais il a besoin de rester branché à vous pendant 1 mois ou 6 mois, et vous êtes obligé de rester collé au lit comme ça sans rien faire. Et est-ce que vous devez à ce violoniste-là de lui céder votre autonomie le temps qu'il s'en remette, ou alors est-ce que en fait c'est votre droit, c'est votre autonomie, et donc vous avez le droit de le débrancher et tant pis pour lui, quoi. Et du coup on est obligé, effectivement, quand on s'intéresse à de la sentience et qu'on commence à dire que rien que le fait qu'un individu soit sentient, sa mort est un tort, on doit en arriver à ces questions-là d'autonomie, et en fait de dire c'est parce qu'il y a autonomie de l'un versus autonomie de l'autre, une personne ne devant pas à l'autre de l'aider au prix de son autonomie et de ses fonctions corporelles et ainsi de suite. Et aussi après, est-ce que ça implique d'avoir un lien de filiation avec quelqu'un sans l'avoir décidé, on va pouvoir résoudre cette question-là, quoi. Mais les personnes qui ne donnent pas d'importance à ce caractère d'autonomie-là n'auront pas forcément une position aussi stricte, une défense aussi stricte de l'avortement. Je pense que ça repose encore une fois la question des obligations morales versus le fait de juste c'est cool si vous le faites, mais il n'y a pas d'obligation morale. C'est quelque chose qui est assez interrogé dans cette expérience du violoniste. Et du coup, c'était juste pour donner des ressources si ça intéresse les gens. Il y a Monsieur Phi qui a fait 2 vidéos sur les arguments de Judith Jarvis Thomson. Une sur l'argument du violoniste et l'autre, c'est une autre expérience de pensée qu'elle a présentée. C'est celle des People Seeds. Donc en gros, c'est des petites graines qui volent dans les airs. Si jamais elles rentrent dans votre salon et qu'elles se mettent dans le tapis, elles vont commencer à grandir, à prendre de la place dans votre salon que vous ne pourrez plus utiliser. Et ça pendant 9 mois avant qu'elles puissent retourner à leur vie. Et du coup, voilà, elle a des expériences de pensée assez chouettes, je trouve, qui interrogent bien la question de l'avortement. Et c'est intéressant aussi, c'est une philosophe qui est assez intéressante dans le sens où elle est assez prudente sur les conclusions qu'elle tire et c'est toujours assez mesuré dans ses propos. Donc, je pense que vous l'aurez compris, mais c'est une philosophe que j'aime bien. Donc je peux que vous conseiller ces vidéos-là. Voilà. Silver, si vous pouvez ramener il y avait Silver qui avait une question avant. À gauche. Sur YouTube, c'est Monsieur Phi. Comme le début de philosophie. Ah ouais, déjà merci pour le niveau de la discussion, je trouve que c'est vraiment super intéressant et moi je viens vraiment aux estivales pour ce genre de discussion en fait personnellement, donc merci. Je voudrais rebondir sur un truc qu'a dit Lila tout à l'heure, sur le fait que à la naissance et avant la naissance, ne pas faire naître un individu, la non-existence du coup, c'est pas considéré comme un tort. Je peux peut-être préciser, ouais. Je pense qu'il y a une différence entre la préconception et la post-conception surtout, plus que la non-naissance, la post-naissance et la pré-naissance. Je sais pas si tu vois... ouais, aussi.
effectivement. Mais je crois que tu as dit quelque chose comme, texto, ne pas faire naître un individu est neutre moralement. Ne pas le concevoir, peut-être. Ouais, c'est plus, Ne pas le concevoir, d'accord. Okay. Et du coup, il y a une espèce d'asymétrie à la naissance entre du coup ne pas faire naître, qui est moralement neutre, ne pas concevoir, qui est moralement neutre, et concevoir, qui peut être moralement bon ou mauvais. Et j'ai l'impression qu'on devrait retrouver cette asymétrie en fait au moment de la mort, et que du coup la non-existence, qui du coup ne pas faire mourir un individu devrait être moralement bon ou mauvais, et le faire mourir éventuellement moralement neutre en fait. Ne pas retrouver cette asymétrie, je trouve c'est étrange, parce que la non-existence avant la mort, avant la naissance, et la non-existence après la mort, c'est toujours la non-existence en fait. Et j'ai l'impression qu'en fait le fait qu'on ait l'intuition que faire mourir soit moralement mauvais, c'est principalement, peut-être exclusivement, lié à l'illusion de l'identité personnelle, un peu ce que disait du coup Gaston avec l'expérience de la téléportation, et que du coup si cette intuition elle est basée sur une illusion, il faudrait la rejeter, quoi. Là, on a cité l'argument d'Épicure contre la mauvaiseté de la mort. Il y a aussi cet argument-là de dire que vous, et je crois que c'est peut-être les stoïciens aussi qui disaient un peu ça, c'est que en fait, avant que vous existiez, vous considérez pas qu'il y avait un tort qui vous était causé pour ne pas exister, et il n'y a pas de différence entre ne pas exister avant votre mort, enfin avant votre naissance, et ne pas exister après votre mort. Et du coup, c'est là où effectivement, d'un point de vue de l'univers, on va considérer que si tout ce qu'on considère c'est est-ce qu'il y a du bien ou du mal, vu qu'il n'y a pas plus de mal avec la mort, que ce bien-là il soit dans la personne qui a vécu 20 ans de plus, ou que ce bien-là il soit dans 4 personnes qui ont vécu 50 plus, au final c'est pareil. Mais il y a une demande à un moment de dire non, mais si on voulait faire une différence, si on voulait s'intéresser aux individus, comment est-ce qu'on pourrait le faire? Et c'est là qu'on arrive avec la personnalité. C'est là où on va considérer que non, le fait que quelqu'un ait commencé à exister et commencé à être investi en tant que personne dans des expériences futures, ça va donner plus d'importance au fait que ces expériences-là sont perdues, alors que le fait que des expériences possibles sans individus effectivement existants soient perdues, alors c'est moins important. Mais c'est vraiment, c'est pas du tout surprenant que des gens trouvent que soient pas forcément d'accord. C'est aussi, en fait, on se retrouve aussi face à des philosophes qui se rendent compte que certaines de leurs prémices mènent à des conclusions désagréables, et du coup disent qu'est-ce que je peux rajouter comme hypothèse pas trop désagréable qui font que ça me va. Tu veux à la fois, c'est ce que disait Léa, tu veux à la fois dire que tuer c'est un mal, mais pas dire qu'on doit faire naître le plus de personnes possible. Donc tu te dis vu que j'ai ce truc contre-intuitif là, est-ce que je peux pas admettre ce truc un peu contre-intuitif aussi, qui est que le fait qu'une personne ait existé donne plus de valeur à ses expériences, mais on se dit on va préférer quoi, ça va plus correspondre à la morale que je veux effectivement avoir, de considérer que le fait d'avoir existé ça donne de l'importance aux expériences qu'on va avoir. Mais c'est un argument classique de dire que en fait après on n'existe pas non plus, donc pourquoi ce serait important, quoi. Après, je vais ajouter un truc sur la question de l'illusion de l'identité personnelle. Je pense que le fait que ce soit une illusion, c'est pas nécessairement un argument pour rejeter le principe de l'identité personnelle. J'aurais un peu tendance à penser pareil pour la question du libre arbitre. Personnellement, je suis déterministe, donc je pense pas qu'on ait un libre arbitre. Pourtant, j'ai quand même tendance à poser une responsabilité sur les gens et à considérer que, par exemple, l'exemple de la tornade, je pense que ça fait une différence du fait que la personne soit responsable ou pas. Voilà. Mais oui, on pourra discuter après, c'est de la philosophie de la personnalité, mais moi je vais aussi considérer qu'il n'y a pas d'existence métaphysique, on n'a pas une âme ou quelque chose comme ça, où il n'y a pas de continuité stricte entre les différentes personnes qu'on est au fur et à mesure, mais il y a quand même un certain lien qui vient donner une importance et une existence en tout cas pratique et avec une importance philosophique à cette personnalité-là. Mais ouais, on pourra en discuter. Il y avait Sébastien, je crois. Oui, juste comme c'est moi qui ai apporté un peu le sujet de est-ce que la personnalité est une illusion ou pas, etc. Je précise que je défendais pas la position que c'est une illusion, mais j'ai plutôt une position pragmatiste en fait, qui dit que ça soit une illusion ou pas,
Il n'y a aucune différence sur rien du tout de pratique sur quel choix on doit faire, etc. Pareil pour le libre arbitre, qu'il soit illusoire ou pas, ça va avoir aucune incidence sur rien du tout de comment vous allez prendre vos décisions, de qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Ce qui fait que pour moi, en fait, c'est juste une non-question, en fait. C'est pas que je défends que c'est une illusion, c'est que pour moi, c'est une question, on s'en fout, tout simplement. Et si on s'en fout en métaphysique, je vois pas pourquoi elle aurait une importance en éthique. Voilà. Au fil de mes réflexions, en vous écoutant, en fait, j'en suis venu à attacher de l'importance à certains critères et pas à d'autres. Et par exemple, pour moi, le critère le plus important pour décider si la mort cause du tort à une personne sentiente, donc qui a des expériences subjectives, c'est avant tout son désir de vivre. Et si la personne n'a pas de capacité à exprimer son désir de vivre, ou on n'a pas le concept, dans ce cas-là, ça serait plutôt ses expériences subjectives et ses ressentis. Et il faudrait que la moyenne de ses ressentis actuels soit positif et pas négatif. Et dans le cas où il serait négatif, la mort pourrait être préférable, sauf si on peut faire basculer ses ressentis et les rendre positifs. Et par contre, la question de la projection et de la continuée psychologique, où j'ai beaucoup du mal à accorder de l'importance à ce critère-là. Et j'avais une dernière remarque aussi, je priorise le désir de vivre parce qu'en fait, une personne qui a qu'on pourrait qualifier ses qualia, ses expériences subjectives de désagréables, pourrait quand même avoir le désir de vivre. Et inversement, une personne qui aurait des expériences positives pourrait ne pas vouloir vivre pour d'autres raisons. La manière dont tu fais la distinction de s'il n'y a pas de désir de vivre, on regarde les expériences subjectives positives sans forcément se donner de l'importance à la continuité psychologique. Le souci dans ce cas-là, c'est que on se retrouve un peu dans un schéma où on pourrait remplacer. C'était c'était Peter Singer au début qui était OK avec ça, avec l'idée de la remplaçabilité. L'idée que en fait, si jamais je tue un animal au bout de ses 5 ans et que je le remplace par un individu qui a, qui a le même bonheur, c'est pas forcément un problème parce que la somme de bonheur, la quantité de bonheur dans le monde reste la même. Et du coup, la question c'est si jamais tu dis que ce qui compte c'est les expériences qu'il aurait vécues, si jamais il n'y a pas de continuité psychologique, on pourrait considérer qu'il n'y a pas de différence entre faire que cet animal-là va vive un jour, puis un autre jour, puis un autre jour, versus le fait que cet animal-là vit un jour, qu'on le tue, et qu'un autre animal qu'on vient de faire naître vive un autre jour. Et la continuité psychologique permet de donner plus d'importance à cette vie longue qu'à cette vie courte qu'on aurait remplacée, qu'on aurait substituée par une autre vie courte, quoi. En fait, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Moi, concernant les expériences subjectives, c'était pas les potentielles expériences subjectives. C'est les expériences subjectives actuelles, le ressenti actuel de la personne. Et du coup, c'est au moment de décider si la mort doit avoir lieu ou pas que je me pose cette question. C'est pas après. Et donc la mort, c'est un mal ou pas pour l'individu non autonome qui meurt ? L'individu non autonome, donc la personne qui a pas le concept, qui peut pas exprimer le désir de vivre, la mort va être un tort seulement si il n'y a pas d'alternative pour faire basculer ses ressentis actuels en positif ou en neutre. Ouais, on pourra en discuter plus tard, ça c'est compliqué. Il y a une... Juste si tu parles de basculement, j'ai l'impression que ça implique forcément qu'il y a un futur, donc que tu t'intéresses forcément au... Non. Ok. Non, pour moi, l'important c'est le présent, c'est enfin le plus proche du présent possible de la personne actuellement. Et cette personne en fait va pouvoir avoir un intérêt à mourir si il n'y a pas possibilité à ce que soit son désir de vivre ou de ne pas vivre soit respecté, soit ses expériences subjectives actuelles, ses ressentis soient négatifs et n'aient aucune chance de basculer dans le positif. Mais j'ai l'impression de la façon dont tu l'exprimes, quand tu dis il n'y a aucune chance qu'il bascule dans le positif, c'est que tu t'intéresses à la potentialité des expériences positives futures. Non, une alternative à la mise à mort. Je suis pas sûre de comprendre, mais je crois qu'on en parlera après. Si tu veux passer devant, ici, lève la main.
Au début, vous avez parlé de... vous avez pris l'approche des arguments contre l'élevage en disant que sur la souffrance, c'est assez facile, que la mort, c'est dur. Non, enfin, que c'est plus dur d'argumenter contre... J'ai dit qu'au moins en principe, il y avait un accord sur le fait que la souffrance c'était quelque chose qu'il fallait pas faire. Mais personne dit ça va la souffrance, c'est bon. Ah oui, oui. Ce que je veux dire, c'est que donc cette question est plus difficile. Et ce que je vois là, c'est que quand même ça dépend pas mal des intuitions morales des gens. Exactement. Donc en tant que mouvement, c'est un peu compliqué de s'appuyer là-dessus. Je veux dire, les intuitions morales des gens, ça va pas construire une sorte d'argumentaire qui pourrait convaincre à large échelle, quoi, parce que chaque personne va avoir son point de vue différent. Donc moi j'aurais l'intuition un peu naïve qu'il faut juste rester sur une histoire d'égalité. Chez les humains c'est à peu près clair quand même, malgré tous les cas compliqués, que on va pas tuer des personnes comme ça en essayant de justifier par nos intuitions morales compliquées. Donc que l'argumentaire du mouvement animaliste ça pourrait être un truc très simple, mais j'ai l'impression que toute la discussion tend à montrer que c'est un peu pauvre, c'est un peu limite du point de vue philosophique ça. Mais j'ai l'impression qu'en tant que mouvement, on est un peu obligé de s'en tenir à ça. Est-ce que vous partagez un peu ce point de vue ou qu'est-ce que vous en pensez ? Après, moi, j'ai tendance, honnêtement, à penser que la question de la mort, en fait, c'est pas une question indispensable pour le mouvement. En restant sur la souffrance, d'un point de vue politique, d'un point de vue pratique, on peut quand même arriver à construire quelque chose de solide. Au début de la présentation, on a précisé que c'était une expérience de pensée que, dans les faits, en fait, ça paraissait vraiment compliqué, voire impossible. Et ensuite, on peut expliquer tout ça par de la psychosociologie, dans le sens où, en fait, même si on avait la possibilité de tuer sans souffrance, c'est quasi certain qu'il y aurait des dérives, en fait, ça implique une certaine permissibilité, dans le sens où si on traite les animaux d'une certaine manière, on va avoir tendance à négliger leurs intérêts et donc à provoquer des souffrances. Et ça me semble extrêmement difficilement évitable de pas en fait, si on s'autorise à pas considérer leurs intérêts, on va forcément leur infliger des souffrances à un moment ou à un autre. Ça me paraît impossible techniquement de faire autrement. Voilà. Donc je pense que même en restant sur la question de la souffrance, on peut dire que les élevages, même si théoriquement ils étaient sans souffrance, ça fonctionnerait pas en fait, tout simplement. Et donc est-ce que ça c'est l'argument de la pente glissante que du coup vous avez un petit peu mis de côté en disant aussi un peu c'est un peu léger, non ? On n'a pas le même avis que sur la question, Lila et moi. Moi, je considère que la pente glissante, c'est risqué parce que les gens peuvent toujours dire... Enfin, il y a toujours des manières de... Il y a souvent des manières de gérer les pentes glissantes et du coup, c'est facile pour les personnes de dire oui, mais on pourrait. Et l'exemple que je prends, c'est le nucléaire, le programme nucléaire iranien. On peut dire que c'est une pente glissante. Mais que d'un côté, on considère que c'était pas absurde non plus de dire on va mettre des contrôles et on va dire vous avez le droit de faire du civil, mais par contre on va beaucoup regarder. Et du coup, moi je trouve que tant que y a cette impossibilité théorique-là de tuer des animaux sans souffrance, elle est très présente et pertinente pour Lila. Pour moi, elle l'est un peu moins. J'ai l'impression que on pourrait... Après, c'est parce que peut-être que par rapport à d'autres personnes du mouvement, je me voile un peu la face sur la bonne foi des pro-élevages, quoi. Mais j'ai quand même... Je trouve que c'est dangereux de se laisser d'avoir comme argument que on vous fait pas confiance que vous avez une bonne foi, on vous fait pas confiance que vous êtes capable de faire un abattage sans souffrance et que du coup il y aurait pas de problème. Moi, je pense que c'est plus fort de dire... si en fait on considère qu'un abattage sans souffrance est théoriquement possible, alors on devrait mettre la charge sur les autres personnes en disant tant que vous ne nous avez pas prouvé que vous êtes capable de le faire et que vous ne nous avez pas donné des procédures de la même manière avec le nucléaire iranien, quoi, de dire en fait on va vous proposer un plan pour qu'on est sûr que vous fassiez pas n'importe quoi, vous allez nous dire ce que vous en pensez, vous allez modifier ce plan-là et il va y avoir un dialogue. Et du coup voilà, pour la pente glissante, je trouve que c'est politiquement ça peut être léger parce que ça permet en fait au pro-élevage de dire regardez franchement ce serait bien possible, et juste parce que eux pensent pas, mais c'est difficile à objectiver que c'est pas possible, et j'ai pas vu des anti-élevages le faire. Et pour la partie sur l'égalité et la question des cas marginaux, parce qu'en fait l'égalité elle compte surtout avec des cas limites, des cas marginaux, avec cette idée que pour vous la complexité cognitive compte pas pour les humains, donc elle ne devrait pas compter pour les animaux. Et justement dans la posture de McMahon, c'est un peu moi je trouve que de partir à pourquoi est-ce que la mort c'est un mal tout court, ça vient un peu on se responsabilise un peu par rapport à cette chose-là, et on prend un peu le devant. Parce qu'on pourrait avoir des gens, comment dire,
on n'est pas à l'abri que des gens disent ah oui mais en fait du coup pour les cas marginaux c'est pas si laisser tomber l'égalité et le côté de l'essence de l'humain et dire bah en fait c'est pas si important que ça et si jamais on prend soin des gens qui sont vraiment à des niveaux cognitifs des animaux non humains, c'est plus par loyauté, par sympathie, par bonté morale, mais c'est pas un devoir moral en soi vu le faible tort qui serait causé par ça quoi. Donc moi c'est mes craintes, j'ai des craintes particulières qui sont que j'ai peur que on passe du temps à construire un argument et qu'en fait un jour des gens acceptent de faire avec les conclusions désagréables de notre argument, typiquement sur les cas limites ou sur la pente glissante, et du coup je préfère prendre les devants et dire dans ces deux cas on aura déjà un peu le backup de non, la mort ça reste un mal pour les animaux parce qu'ils auraient pu avoir une vie positive qu'ils ont perdue quoi. Mais je comprends tout à fait que tu sois pas forcément d'accord avec ça. Tu veux réagir ? Ouais, je voulais bien réagir sur la question posée par Hugo sur les intuitions spécifiquement en morale. J'ai l'impression que c'est pas même quand on a des intuitions un peu divergentes en philosophie, enfin en éthique plus particulièrement, c'est pas forcément la fin de la réflexion. Par exemple, en philosophie, il y a quand même quelques philosophes qui ont tenté de justifier le spécisme en disant bah moi j'ai une intuition spéciste très profonde et que même la lecture d'arguments contre me fait pas revenir dessus en fait. Et tu as quand même moyen de montrer que cette intuition, et je crois que c'est ce que tu suggérais tout à l'heure en parlant du texte de Pierre Sigler, sont débunkables en fait, correspondent au même type d'intuition que des intuitions qui seraient sexistes ou racistes, et du coup ne sont pas valables ou acceptables en éthique. Et tu peux par exemple le montrer en disant que c'est le fruit d'une certaine évolution et de tribalisme où on va préférer des gens qui nous ressemblent ou qui sont de notre groupe, mais ça fait pas des intuitions éthiques raffinées, fondées en fait, réellement. Et donc tu peux pas justifier le spécisme en disant c'est une intuition. Donc même quand tu as des gens qui essaient de dire j'ai une certaine intuition, c'est pas forcément acceptable comme tel. Et aussi au-delà de ça, tu peux avoir en éthique des intuitions non raffinées. Donc quand tu regardes un cas, tu vas te dire bon bah je pense plutôt ça. Et en fait après quand les philosophes vont bosser sur la question et essayer de distinguer plein de sous-cas ou de faire des expériences de pensée ou de prendre des cas limites, en fait tu vas avoir des intuitions qui sont davantage raffinées et qui correspondent pas du tout à l'intuition initiale. Et c'est là que peut-être des fois le travail des éthiciens et éthiciennes apporte quelque chose quand même et peut permettre de faire progresser le débat. Et donc là, je pense que la difficulté sur la question de la mort, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on n'a peut-être soit pas fini le travail, soit il y a encore des intuitions qui sont très diverses et pas du tout fixées sur la question. Voilà, je ne sais pas si ça apporte quelque chose. Ouais, si cette idée de debunking, là, il y a François Jacquet qui a écrit un article dessus, si ça vous intéresse, qui est en anglais, en utilisant justement cette idée que dans une posture, je ne sais pas s'il est spécifiquement dans une posture de réalisme moral, mais il va y avoir cette idée que si on prouve que ton intuition vient d'une réaction un peu tribale, et du coup c'est une intuition que tu n'as plus le droit d'utiliser dans tes arguments. Et moi je trouve que dans une position anti-réaliste, c'est plus compliqué parce qu'on peut considérer que quelqu'un peut avoir une intuition avec laquelle on n'est pas d'accord, on peut prouver qu'elle vient de l'évolution et que quand même c'est l'intuition qu'elle a et du coup sa morale en découle quoi. Mais oui, c'est pour ça que c'est compliqué. Et moi j'envisage une société dans laquelle on a des intuitions différentes. Et je sais pas si ça. Jonathan Haidt, en psychologie morale, parle un peu de ça aussi, l'idée qu'il y aurait des intuitions différentes. Et du coup, moi, c'est quelque chose que je suis prêt à prendre à bras le corps en disant il faudra faire société avec des gens qui n'ont pas les mêmes morales et on verra qu'est-ce qu'on s'accorde les uns les autres. Est-ce que le fait qu'il y ait 10% des gens qui trouvent que vraiment c'est mal, ça devrait pas un peu peser d'un point de vue démocratique sur les décisions et tout. Mais c'est des questions compliquées de quelle société faire si on accepte qu'on ne sera pas capable de prouver que notre vision morale, c'est la bonne vision morale, quoi. C'est des questions compliquées. Là, on a dit souffrance, mort, et moi, souvent, c'est un triptyque que je fais avec exploitation, parce qu'il y a la question. Là, on parle d'un élevage sans souffrance, mais avec mort, et en fait, on peut aussi se poser la question d'un élevage sans souffrance, sans mort, mais avec exploitation. Où, typiquement, on aurait des vaches qui mourraient de leur belle mort, mais par contre, dont on prélèverait 50% du lait tout au long de leur vie, quand elles ont effectivement. On peut imaginer vraiment l'idéal de juste elles auraient que 3 veaux toute leur vie, mais il y a une partie de leur énergie qui serait utilisée pour effectivement être dans un système d'élevage. Et du coup, les questions, là pour le coup, il n'y aurait ni souffrance, il n'y aurait ni vraiment privation très forte de positif. On pourrait même considérer, c'est un peu le truc du remplacement et de l'argument du garde-manger, que en fait, elles n'ont pu exister que parce qu'on pouvait financer leur vie grâce
à l'exploitation de leur fonction corporelle. Et du coup, c'est encore plus compliqué. Je trouve que si on avait des pro-élevage qui disaient ok, bah du coup on arrête aussi la mort, mais simplement on les garde, ou un peu à la Jocelyne Porchet de bah on travaille avec eux et tout, le niveau monte un peu dans la difficulté déjà que de dire on va élever 30 brebis et on va les tuer comme ça au monoxyde de carbone sans qu'elles se rendent compte à la moitié de leur vie. Il y a pas mal de gens qui n'ont pas de panique morale, ils se disent bon bah c'est pas ouf, mais c'est pas non plus quelque chose de très grave. Si en plus on dit ah il y a même plus de morts, juste on prend 50% de leur lait ou quelque chose comme ça, c'est un cran au-dessus en termes de à quel point je pense qu'il y aura encore moins de gens qui trouveraient que c'est grave, quoi. D'ailleurs, j'ai l'impression que dans le mouvement, c'est une position qui est... je ne vais pas dire qu'elle est répandue, mais en tout cas, elle existe. Il me semble que Zoopolis, c'est un peu la position donc des autoristes, de dire qu'en fait, dans une société post-spécisme, pourquoi pas avoir un travail, pas au sens de Jocelyne Porchet qui dit que le travail, c'est la mort, mais dans le sens vraiment sans mort, dans le respect aussi des capacités des individus. Donc c'est une position qui est envisagée en fait. Et après, oui, il y a des préférences aussi, effectivement. Mais après, il y a aussi, là aussi, je pense que, en tout cas, c'est ma position. Il y a une question technique qui se pose. C'est quelque chose qui n'est pas possible actuellement. Mais du coup, ça vaut le coup d'y réfléchir dans une société post-spéciste. Et c'est ce qui est fait dans Zoopolis, si vous l'avez pas lu. Voilà, il a été traduit en français il y a quelques années. C'est une autre référence. J'ai du mal à comprendre dans quel cadre on se place quand on dit que on va trouver des arguments qui vont convaincre les autres personnes si entre nous déjà on a des raisons différentes pour lesquelles on est convaincu et qu'on dit cet argument on va pas l'utiliser parce que ça va amener ci ou ça. Enfin, j'ai l'impression qu'on est convaincu nous-mêmes pour des raisons irrationnelles et que on est en train d'essayer de trouver des raisons rationnelles de convaincre les autres personnes qu'on a raison. En disant on va trouver tous leurs trucs irrationnels personnels et expliquer pourquoi ils sont faux. Et donc forcément, après, nous, on aura raison. Mais dans la mesure où on est en train de chercher des arguments parce qu'on les a pas déjà, pour moi, ça veut dire qu'on est forcément convaincu pour des raisons irrationnelles aussi. Et je vois pas pourquoi on aurait raison, même si j'y crois. Est-ce que tu peux placer ta remarque tu te places dans un cadre réaliste moral ou anti-réaliste? Est-ce que tu considères que désolé est-ce que tu considères que quand tu dis on est irrationnel et en fait on part de choses qu'on pense pour des raisons irrationnelles et on essaie de trouver des arguments, est-ce que tu mets ça dans un cadre où en fait là ce qu'on essaye de faire c'est de trouver la vraie bonne morale qui est vraiment la vraie bonne, ou est-ce que dans un cadre plutôt anti-réaliste de dire bah j'ai mes intuitions, je veux vivre dans une société qui fonctionne, donc je vais essayer de trouver avec les autres personnes avec qui je vis quelles sont leurs intuitions et quelle est la meilleure société qu'on peut avoir qui laisserait de la place raisonnable aux intuitions de chacun. Pardon, je crois que je vais pas répondre à ta question, mais j'ai l'impression que là, dans ce groupe, on est en train de se dire quels sont les bons arguments pour convaincre les personnes qui ne sont pas d'accord avec nous. Et j'ai l'impression qu'on est en train de chercher ces arguments parce qu'on veut que les autres personnes soient d'accord avec nous et pas parce qu'on considère fondamentalement avoir raison parce qu'on a des raisons. Oui, moi, mon but, c'est pas forcément de prouver aux gens que j'ai raison, c'est de trouver le plus de personnes qui sont d'accord avec moi. Et du coup, j'en parlais un peu dans la conférence que je faisais l'année dernière. Il peut y avoir des gens qui ont un avis, mais qui ont un avis pour des raisons qui ne sont pas en accord avec leurs véritables intuitions. Par exemple, si jamais, un exemple que je donne souvent, c'est que les gens ils peuvent dire bah, Didier Raoult il a raison avec ses études, mais si en fait ils se rendaient compte que Didier Raoult il est explicitement contre les méthodes scientifiques, peut-être qu'ils réfléchiraient à ça, mais que eux ils suivent cet avis-là en se disant bah quelqu'un pense ça, je lui fais confiance, et que si on lui disait mais oui regarde les bases sur lesquelles les bases qu'il utilise, peut-être qu'il changera d'avis. De la même manière, on peut se dire que Paul Sugy qui était aux Estivales l'année dernière, il défend son prospécisme avec l'essentialisme. Donc en fait, plein de gens peut-être étaient pro-élevage et se disent ah bah si pour être pro-élevage faut être essentialiste, du coup je vais pas forcément l'être. Donc moi mon but ça va être un peu ça va être de dire bah pour quelles raisons est-ce que y a des gens qui peuvent être pro-élevage, peut-être parce qu'ils se rendent pas, pour des raisons empiriques, parce que pour eux les animaux sont pas sensibles, ou alors parce qu'ils n'ont pas forcément eu ces réflexions-là et qu'on les a pas encouragés à avoir une posture morale qui était avec de la cohérence, avec suivre les intuitions et faire qu'on n'a pas des intuitions contradictoires et ainsi de suite. Mais c'est une bonne question que tu poses, de c'est quoi le but de ce genre de discussion. Pour moi, c'est de
un peu s'assurer que chacun a bien check ses intuitions et est capable de dire bah ok, si vous avez, et je l'ai pas mal dit dans la présentation, si vous n'avez pas les mêmes intuitions que moi, c'est normal que vous n'ayez pas les mêmes conclusions, mais checkez vos intuitions quoi. Pour être sûr que l'avis que vous défendez, c'est bien celui qui correspond à vos intuitions morales et pas juste quelque chose que vous avez emprunté à quelqu'un qui a en fait pas du tout les mêmes intuitions que vous. Juste une petite précision sur la question du réalisme et de l'antiréalisme moral. Je suis pas sûre que ce soit clair pour tout le monde. Mais en gros, le réalisme, c'est considérer qu'il y a des faits moraux et donc que quand quelqu'un énonce un fait moral, en fait, il peut se tromper, il peut avoir tort. Genre par exemple, si je dis tuer c'est mal, bah techniquement, je peux dire quelque chose de faux si on se place dans un cadre réaliste. Si on se place dans un cadre anti-réaliste moral, on considère que du coup, il peut pas y avoir de vrai ou de faux, mais que c'est juste grosso modo des avis différents quoi. Du coup quand moi je dis tuer c'est mal et que quelqu'un en face me dit bah non tuer c'est pas mal, en fait dans un cadre anti-réaliste on pourrait pas dire bah il y en a un des deux qui se trompe, il y en a un des deux qui a tort, mais juste bah en fait les deux sont pas d'accord. Je sais pas si c'est un peu plus clair mais voilà. Oui. Une dernière question, est-ce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui n'ont pas encore posé de questions qui voulaient... Bah, je vais peut-être laisser... Désolé Sébastien, mais la personne qui est devant toi, vas-y. Ok, bah... Ok. Ouais, j'ai l'impression que depuis le début de la conférence, vous identifiez antiréalisme et relativisme, ce qui n'est pas le cas en fait, je crois. Il y a des formes d'antiréalisme qui sont plus ou moins objectives, où on considère qu'il n'y a pas de faits moraux, mais que basé sur la façon dont on a évolué, on a en fait tous et toutes les mêmes intuitions. Donc en fait, il n'y aurait pas de différence d'intuition selon les origines culturelles, par exemple. Donc en fait, c'est un sous-type, le relativisme moral est un sous-type d'antiréalisme. C'est juste pour cette précision, et voilà, c'est compliqué la métaéthique, il y a plein de trucs. J'ai ramené le livre de François Jacquet et de son co-auteur dont je me souviens plus du nom, qui est là-bas sur la métaéthique si vous voulez un peu creuser ces questions-là. Mais ouais, ça pourrait être l'occasion d'en discuter. Du coup... Oui, je voulais juste savoir en termes animalistes, quand on est dans des actions, parfois on peut entendre tout un tas de sujets, voilà, de réponses. Donc, par exemple, quand on nous dit, oui, mais si, bah, c'est ce que vous avez un peu dit, hein, si on arrive à tuer sans souffrance, ces animaux-là, ils ont quand même eu une belle vie parce que peut-être planaire et compagnie. Donc, du coup, donc j'ai compris qu'il ne faudrait pas aller dans l'analogie, c'est ce qu'on fait souvent. Hein. On ne le ferait pas sur des humains, pourquoi vous cautionnez ça sur les animaux. Et donc, si on évite aussi la pente glissante, du coup, est-ce que tu pourrais en fait réexpliquer ton position, parce que je n'ai pas suffisamment bien compris. Je veux dire, quelle serait la meilleure réponse pour nous. Et après aussi, je voudrais rebondir sur d'autres aspects qui ont été dits. Et je pense, en fait, j'ai le sentiment qu'il y a un appel à l'intuition qui est très important. On fait toujours, voilà, c'est l'intuition qu'a. Et donc, du coup, est-ce que la science, est-ce qu'elle ne peut pas apporter quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas de données? Est-ce qu'en termes de tests, est-ce qu'il n'y a pas, au niveau hormonal, est-ce qu'on ne peut pas déterminer s'il y a plus de quantité, je ne sais pas, hein, je ne connais pas, mais est-ce que la science ne peut pas apporter un peu de données sur ça, sur ces intuitions? Je vais répondre à ta deuxième question en premier. En philosophie morale, il y a ce problème classique du dériver ce qu'il y a de ce qu'on doit faire. Et du coup, il y a cette idée, on peut faire de l'empirisme, on peut mesurer des ondes cérébrales, on peut mesurer de la chimie, ainsi de suite. Mais certaines personnes vont considérer qu'on ne va jamais pouvoir en déduire de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que même si je vois qu'il y a énormément de souffrance chez un animal, la phrase « il y a énormément de souffrance chez cet animal » n'implique pas « je dois ne pas imposer de la souffrance ». Et c'est là où on va venir, où les intuitions vont venir, où en fait, soit dans un cadre réaliste, on va considérer que cette intuition me dit une vraie chose sur comment il faut vraiment agir, soit dans un cadre anti-réaliste, on va dire il n'y a pas que les choses qui m'intéressent, moi aussi j'ai des valeurs que je veux voir réalisées. Et du coup, on sera obligé de s'appuyer sur des intuitions. Mais par contre, on peut aussi prendre... la remarque que Lila a faite sur le fait que McMahon, il pensait peut-être ce qu'il pensait, parce qu'en 2007, on considérait que les animaux, ils étaient un peu tout simples, alors qu'en fait, il y a des complexités qui ont été découvertes. On peut aussi... cette question d'empirique-là, il ne faut pas la négliger. Et il y a aussi un travail qui est fait
chez les animalistes de faire des études empiriques pour montrer que les arguments, enfin les points empiriques de l'argumentaire pro-élevage se tiennent pas forcément. Et voilà, arriver à prouver que, trouver des manières empiriquement plus solides de prouver qu'il y a une souffrance psychologique chez la vache qu'on prive de son veau, ou prouver que en fait, l'animal qui se rend à l'abattoir, il angoisse et ainsi de suite, c'est des choses qui peuvent venir peser pour une personne, surtout si on est sur des choses de souffrance. Sur des choses de mort, c'est vrai qu'il faut voir, si les gens considèrent que de toute façon, vu qu'il y a zéro vie intérieure chez un animal, c'est pas grave. Là, à voir si d'un point de vue empirique, on peut effectivement le faire. Mais je pense que pour moi, c'est un travail très important d'essayer de voir dans le désaccord qu'on a avec la personne, est-ce qu'on est en désaccord sur de l'empirique, ou est-ce qu'on est en désaccord sur du moral, et du coup, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les mêmes intuitions, est-ce qu'on n'est pas, quelqu'un qui est déontologiste ou quelqu'un qui pense que ce qui compte c'est la loyauté à sa propre espèce, d'un point de vue anti-réaliste, la discussion elle est finie, quoi. Comme quelqu'un qui dit que vu que c'est marqué dans la Bible et que la Bible c'est vrai, faut le faire. La discussion elle est terminée. Mais il faut pas négliger la partie empirique. Et tu veux répondre sur cette question? J'allais dire, justement pour interroger les intuitions, personnellement, j'avance l'argument de vous le faites pas sur les humains, mais du coup je pose la question, en fait, pourquoi vous le faites pas sur les humains? Et c'est pas juste une analogie en mode, si on le fait pas sur les humains, on devrait pas le faire sur les animaux, mais c'est un moyen d'interroger pourquoi les gens sont contre le fait de tuer des humains. Après, comme ça, les gens peuvent donner leurs arguments, et c'est là où on peut voir si justement c'est un principe de loyauté, si c'est autre chose. Et souvent, en fait, c'est relatif au spécisme, et là, on peut faire entrer en jeu l'empirique en disant qu'en fait, peut-être que les différences, elles sont pas, il n'y a pas vraiment de propre de l'homme, parce que souvent, il y a de l'essentialisme derrière. Du coup, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu un mélange des deux. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de s'intéresser à la fois à l'aspect philosophique et à la fois à l'aspect empirique des choses. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, du coup, pour répondre à ta même... Pour répondre pareil à ta première question, je suis d'accord que c'est compliqué, que en fait, on n'en est clairement pas... Enfin, il y a déjà tellement de souffrance et un système d'élevage sans souffrance serait tellement différent que... aux militants de voir s'ils veulent déjà envisager d'aller plus loin et de dire... Ce qui est compliqué, c'est que j'ai l'impression que la plupart des animaux contre lesquels... autour desquels les animalistes vont intervenir sont des animaux où les souffrances en elles-mêmes justifiaient de en fait pas les faire naître, quoi. Et de considérer que est-ce qu'on se projette déjà dans le monde d'après, de dire que déjà ceux-là ils souffrent donc ça suffit, et de dire que non, moi on considère que si c'était pour les faire naître et qu'en fait ok peut-être ils ont eu un petit plaisir d'exister mais qu'ils ont eu beaucoup de souffrance donc fallait pas le faire, et après de voir quels imaginaires on a pour un monde futur, de dire il y a trop de non, en vrai, j'ai pas trop de réponses. Pour moi, cet argument du garde-manger, il compte quand même pas mal pour moi. L'idée que, en fait, créer des animaux... l'argument du garde-manger, c'est de dire que c'est pas une mauvaiseté morale de faire naître des animaux pour, au final, les tuer si les tuer, c'est nécessaire pour avoir les ressources pour qu'ils existent. Et du coup, ouais, je pense qu'il faudra plus qu'on en discute après que là. Mais je comprends que je te laisse un peu les mains en vide. Le truc c'est que si t'es en face de quelqu'un qui te dit mes animaux ils sont heureux tout le temps et en fait je les tue à 5 ans mais en fait ils meurent, c'est de dire je trouve que il nous faudrait un système où on se retrouve pas à priver les animaux d'expériences futures qui comptaient pour eux. Et du coup ton cochon il a vécu 5 ans, il aurait pu en vivre 15, tu le prives de ça pour quelque chose que je considère qu'il n'y a pas une... jouer le jeu de la balance en fait, de mettre d'un côté ce dont tu le prives, de l'autre côté ce que tu gagnes, et de dire que je trouve que c'est injuste d'avoir un système où on les prive de 10 ans de vie avec des... et c'est là où il faut jouer sur l'empirisme, de dire qu'en fait une vie animale c'est une vie complexe. De dire il y aurait des expériences sociales, il y aurait des expériences de découverte et de comprendre des choses, et qu'en fait c'est ça dont on prive, et c'est ça qui est injuste, c'est que pour un petit plaisir qu'on peut trivialiser, surtout si on est avec des idées d'alternatives végétales et ainsi de suite, pour ce petit plaisir-là, on sacrifie quelque chose qui a beaucoup plus de valeur. Et du coup, ce serait un peu ça l'argument. Tant qu'on n'aura pas un système qui peut assurer que la mort est strictement sans souffrance, tant que ça ne sera pas clair, et en fait, on a le devoir moral de ne pas... parce qu'il y a un doute, même une réalité, mais même un doute très très raisonnable qu'il y aura souffrance. Est-ce qu'on a encore du temps pour une question? Ok, désolé, on ne pourra pas prendre une question, mais on peut continuer les discussions pour plus tard. N'hésitez pas si vous voulez le texte, parce qu'on a mis des références à la fin, ou si vous avez des questions, vous pouvez venir nous voir, on est disponible. Merci à tous.
et toutes.